Au fil des années, des centaines de candidats au titre de meilleur forgeron ont poussé les portes de notre forge. Mais pour la première fois, c'est nous qui faisons le déplacement. Nous avons parcouru les États-Unis à la recherche des meilleurs ateliers et des meilleurs forgerons du pays. Prépare pas un barbecue de la même manière à Saint-Louis et au Texas. Les techniques de forge, elles aussi, sont propres à chaque région. Chaque semaine, un de nos jurés viendra observer les méthodes d'une forge parmi les plus réputées de la nation et invitera ses forgerons les plus prometteurs à concourir dans notre forge. L'enjeu est de taille, avec à la clé pour le vainqueur 20 000 $ et 10 000 $ supplémentaires destinés à l'achat de matériel pour sa forge d'origine. Tout le monde peut gagner. Tout de suite, route. Nous avons parcouru plus de 1200 km vers le sud, dans l'une des régions les plus prolifiques du pays en coutellerie, avec Penabot. En Amérique, on trouve des forges qui comptent parmi les plus belles du monde. Mais celle que j'ai choisie combine deux éléments que j'affectionne particulièrement, la praticité et l'esthétisme. Aujourd'hui, direction la forge de Clay Spencer à Brasstown, en Caroline du Nord. Elle est une région où l'on utilise depuis des siècles les couteaux et les outils pour tout, de la chasse au gibier à la récolte de produits agricoles comme le maïs et le tabac. Certains des meilleurs métallurgistes du pays y ont élu domicile. Aujourd'hui, 3 de leurs meilleurs forgerons vont s'affronter pour représenter à la fois cet atelier et moi-même, et avoir une chance de devenir le meilleur forgeron. Je m'appelle Jesse Boding, j'ai 26 ans et je suis honoré d'être ici. Dans cette forge, je donne des cours de fabrication d'armure et des cours de forge de base. Et je fais également tout ce que je peux pour aider sur place. Je veux participer au meilleur forgeron et représenter cet atelier. Je vais donner le meilleur de moi-même. Je m'appelle Colaricchio, j'ai 28 ans. Je suis forgeron à plein temps. J'adore mon travail, je changerai pour rien au monde. Il y a environ 2 ans, la forge de Clay Spencer a créé un poste de compagnon. Grâce à mon expérience ici, je suis devenu un meilleur forgeron et j'ai hâte de voir de quoi. Je m'appelle Jason Davis, j'ai 51 ans. Je forge des lames depuis que j'ai l'âge de 12 ans, soit depuis 30 ans je crois. J'ai 51 ans, donc 19 ans, non, 39 ans, 30, 39. Oh, je ne sais même pas compter. C'est un immense honneur d'être ici à la forge de Clay Spencer. Je connais Clay depuis des années par l'intermédiaire de l'organisation des forgerons de la région des Appalaches. De l'âme est très ancienne dans la région des Appalaches. Oui, notre fierté de fabriquer des produits de qualité est indéniable. Messieurs les forgerons, nous sommes très heureux de vous retrouver ici. Vous avez tous les 3 été sélectionnés parmi les meilleurs forgerons de la région. Vous connaissez déjà notre hôte, Elizabeth Benz, artiste métallurgique primée et coordinatrice de l'atelier de métallurgie ici même. Le juge de cette compétition est la personne que vous représenterez en finale, notre très talentueux. Ben a choisi cette forge parce qu'elle est connue pour ses ornements artisanaux, alors tâchez de le rendre fier. Vous êtes tous les 3 ici pour vous affronter au cours de 2 épreuves de forge. Il y aura une élimination au terme de chaque épreuve. À la fin de la 2e épreuve, l'élimination aura lieu dans notre forge. Enfin, le vainqueur participera à la toute dernière étape de ce tournoi dans notre forge. Lors de cette dernière étape, vous affronterez 3 autres forgerons sélectionnés au cours de nos voies. L'enjeu est de taille. Si l'un de vous 3 remporte le tournoi, il recevra un chèque nominatif de 20 000 $. Pour couronner le tout, la forge gagnante recevra également du matériel de forge et des fournitures pour une valeur de 10 000 $. Je veux offrir à cette forge l'équivalent de ce qu'elle m'a apporté. Et ces 10 000 $ permettraient de l'équiper d'une presse hydraulique et de nombreuses autres fournitures très utiles. On va commencer par l'heure au cours duquel vous allez fabriquer une lame de A à Z. Comme vous le savez, cet atelier a pour mission de transmettre les connaissances historiques de forge afin de perpétuer cet art ancestral. Et c'est pour ça que vous allez fabriquer ceci. Un couteau de forgeron traditionnel, qui combine à la fois un travail de métal ornemental et une lame fonctionnelle. J'ai fabriqué beaucoup de couteaux de forgeron. Je suis un peu intimidé à l'idée d'en fabriquer un pour ces gens-là, parce qu'ils savent exactement que je ne les décevrai pas. La particularité de ce couteau de forgeron est sa construction intégrale. C'est-à-dire que la lame et le manche sont forgés à partir d'une seule pièce de métal. La longueur de la lame doit être comprise entre 23 et 28 cm, de la pointe à l'endroit où le tranchant s'arrête. Étant donné que Bells est connu pour son travail du métal orné, vous devrez incorporer des éléments artistiques dans vos manches. Pour fabriquer cette lame, vous disposerez d'une seule barre d'acier rond W5R. On vérifiera la solidité de la lame contre des pinces et le tranchant en coupant une citrouille. Vous avez 5 heures devant vous. Bonne chance, restez concentrés, le chrono commence maintenant.
Elsa, vous voulez bien nous parler de vos installations dans l'atelier? Bien sûr, on a 12 forges à charbon différentes dans l'atelier. J'avais pas anticipé le fait qu'il devait d'abord... Ce que je préfère dans cette compétition, c'est que la forge à charbon n'est pas un obstacle, comme c'est souvent le cas. Normalement, quand on dévoile la forge à charbon, tous les concurrents font... Ce que j'aime bien aussi sur ces forges, c'est qu'elles n'ont pas ces petites souffleries à manivelle qu'on est sans cesse obligé de faire tourner comme ça. Des petits moteurs à turbine. Ils sont raccordés à une soufflerie externe qui alimente plusieurs forges en même temps. J'en ai trop, moi. Ah, merci, mec. Il y a des gens du monde entier qui viennent ici, non? Oui, il y a même des forgerons qui exercent depuis des années qui viennent ici pour prendre des cours. C'est génial. Il doit y avoir beaucoup d'agitation ici quand il y a 12 forgerons qui travaillent en même temps. Mon bureau est juste au-dessus. Ah, Oh non. Je maîtrise bien le charbon. Ça fait des années que j'utilise cette technique et je suis content de l'appliquer aujourd'hui. les forgerons qui viennent dans notre atelier sont toujours jamais le feu aux fesses. Je cours dans tous les sens, comme un personnage de dessin animé. Ou un poulet sans tête. Je fouille partout, mais j'arrive pas à mettre la main sur le fil. Il est devant moi, j'en suis sûr. Oh, je me sens trop bête là. Cette fois, on est face à 3 forgerons qui sont très à l'aise dans leur espace de travail, et c'est sympa de les observer. Parfois, ils ont littéralement le feu aux fesses. Ah ouais, c'est vrai. File, prends feu. Oh la vache! La forge de Cole a l'air d'être déjà bien chaude. Cole est en place. Je serais beaucoup plus stressé dans la forge du juge qu'ici, dans l'atelier de Clay Spencer. Je pense que l'expérience que j'ai acquise dans l'atelier va me servir pour relever le défi. Ben, pourquoi cet atelier? Il fait écho à mon propre travail. Moi aussi, je suis fier de fabriquer des pièces ornées et esthétiques. Cette forge en est le parfait exemple. Je pense que le vainqueur d'aujourd'hui me représentera bien. C'est incroyable de voir Grady et Ben arpenter cette forge que je connais par cœur. J'ai des papillons dans le ventre, je panique, je transpire. Je veux bien représenter la forge de Clay Spencer. J'ai du mal à allumer ce feu. Avec seulement 5 heures d'épreuve devant eux pour fabriquer un couteau de forgeron, ça doit être frustrant de ne pas arriver à allumer la forge. Les élèves se moqueraient tellement de moi. Je leur crie toujours de bien allumer la forge avant toute chose. Et moi, j'arrive même pas à allumer la mienne. Bravo, monsieur Cole. Tu me nargues là, hein? Je lui ai donné mon papier restant. Il y en avait beaucoup. Ouais, je sais. J'espère qu'ils vont s'en sortir parce qu'ils sont géniaux. Mais je veux faire mieux. Pourquoi les forgerons préfèrent parfois la forge à charbon? Eh bien, quand on y pense, toutes les belles choses de l'histoire, faites de fer ou d'acier, par exemple, le grand portail d'entrée à Versailles, ont été fabriqués dans une forge comme celle-ci. Piré, c'est pour ça que j'ai mis ce bandana bleu. Je suis chauve, je veux pas de sueur dans les yeux. C'est pas vrai. Oh non, la forge de Jason s'est éteinte. Ouais. Ouais, j'arrive pas à faire démarrer mon feu. J'ai promis à mes proches de faire de mon mieux pour pas me ridiculiser ou leur faire honte. Et de pas arriver à allumer le feu, c'est un peu la honte. Ah, il m'en faut beaucoup plus. Beaucoup plus, je suis en panique. J'espère que le charbon va prendre feu. Il brûle. Ah, ça y est. J'ai enfin réussi à allumer mon feu. J'espère que c'est le seul problème que je vais rencontrer pendant l'épreuve. Si c'est le cas, alors tout ira bien. On se trouve actuellement dans les Appalaches. Est-ce que vous pensez que le travail dans cet atelier est influencé par la région? Oui, ils fabriquaient des équipements agricoles nécessaires pour travailler dans les champs, des choses purement utilitaires. C'est beaucoup plus silencieux dans cette forge. Normalement, ça crie. Ça m'a fait peur, punaise. Comment ça se fait que Cole soit déjà sur le marteau-pilon? Cole a sûrement plus d'expérience. Je vais d'abord forger ma barre ronde pour en faire une billette rectangulaire pour pouvoir la tenir plus aisément. Ensuite, je vais forger l'extrémité de mon couteau. Les yeux globuleux rendent la vie plus facile. Ah, je suis d'accord. Tout se passe bien pour le moment, mais je ressens la pression du chrono. J'espère que je pourrai finir à temps. Messieurs, il vous reste 4 heures pour terminer votre lame. C'est ce qu'on appelle le doigt du forgeron. Ouais. Jessie galère encore avec le charbon. Je deviens fou. Ça fait 1 heure que je perds mon temps à essayer d'allumer le feu, et je vois que sa forge est bien chaude. Et je regarde Jason, et je vois que lui aussi a bien avancé. Ça me stresse, je vais me faire sortir de cette compétition avant même d'avoir commencé. Il faut que je me bouge. Pour la première fois, nous prenons la route pour dénicher les meilleurs forgerons à travers le pays. Aujourd'hui, nous sommes à Brasstown, en Caroline du Nord, avec Ben Abbott, et la compétition est rude.
Jesse se bat toujours contre son charbon. Les deux autres forgerons font des allers-retours sur le marteau-pilon. Il faut que je me mette absolument au travail. Je prie très fort pour que le feu prenne enfin. Ça me stresse. Je vais me faire sortir de la compétition avant même d'avoir commencé. Il faut que je me bouge. C'est quoi ce levier en haut? C'est écrit on et off? Ça permet de contrôler la quantité d'air de la soufflerie. C'est la cuillère. On l'a utilisé et on dirait que ça fonctionne maintenant. Ça prend un peu. Faut pas qu'il s'étouffe. Faut que tu y crois. J'ai du feu! Les dieux du feu m'ont béni. Je suis tellement heureux. Ça y est, le feu de Jesse a bien pris enfin. Je suis trop content que le feu ait pris. Il faut que j'arrive à l'entretenir maintenant. Je suis enfin dans la course. Je me sens pas en jeu, mais j'ai beaucoup de retard à rattraper. Ce que j'aime vraiment dans cet atelier, c'est qu'il y a plein de détails, comme l'entrée, les extrémités des poutres. Tout est créé dans le thème de la forge. Et j'ai l'impression que ça a été créé par... Oui, c'est vrai. Tous nos panneaux sont forgés dans cet atelier. Les dérouleurs de papier toilette, les portes-serviettes. Les dérouleurs. Oui. Oh, je pourrais dire, je vais vous aider. Je tiens un dérouleur. C'est clair, le mec à la ventouse, c'est toi. C'est génial, un marteau-pilon. C'est tellement plaisant d'écraser un morceau d'acier. Jason s'attaque à la formation de sa lame. Il définit la longueur. Plus on a de masse après avoir fini la lame, et pour le manche. Oui, c'est vrai. Il ne faut pas s'enfermer dans un style de manche spécifique. Pour les tests, on va d'abord frapper des pinces. Et ensuite découper des citrouilles. Les pinces, j'avoue que ça me fait vraiment très peur, parce que c'est du métal contre du métal. Ça va clairement faire des dégâts. Le coup des pinces, c'est vicieux, Ben. Vous avez fabriqué ce magnifique couteau de forgeron et je vais le balancer aussi fort que possible contre une pince. C'est mieux qu'un marteau, je suppose. Ou une torpille. Ça ressemble au moins à un objet qui a la forme d'un couteau. Je suis un peu en retard, je crois. J'essaie de dégrossir mon couteau et de faire ressortir la soie. Ces forgerons ne doivent pas seulement se démarquer des deux autres. Celui qui sortira vainqueur viendra se mesurer dans notre forge à 3 autres forgerons que nous avons sélectionnés aux 4 coins de l'Amérique. Ouais, l'enjeu est vraiment de taille. Je martèle beaucoup la main, parce que je n'aime pas utiliser les marteaux-pilons. J'essaie de me concentrer sur ce que je sais faire. J'ai pas l'impression qu'on puisse se contenter de façonner une lame brute et de l'affûter jusqu'à ce qu'elle soit finie. Il va y avoir beaucoup de travail au marteau pour cette épreuve. Oui, oui. À vrai dire, pour la mienne, je n'ai passé que 10 minutes sur la meuleuse. Ah ouais, vraiment? Le marteau démarqué. Ouais. Mon couteau est réussi. Je ne suis plus aussi inquiet. J'ai encore mes chances. Moi, ce qui m'intéresse le plus dans cette épreuve, c'est le manche. Ils ont carte blanche. Et je veux voir des créations originales. Oui. Vous feriez quoi? Je mettrais un insecte au bout. Je sais que techniquement, un scorpion n'est pas un insecte, mais une queue de scorpion, ça ferait un beau manche. C'est un arachnide. Rentre chez toi, Ben. En général, sur le manche d'un couteau de forgeron, on forme une pointe et on l'enroule. Mais pas pour mon manche. Je veux faire quelque chose d'un peu différent. Je vais percer une fente sur toute la longueur du manche, puis l'écarter pour former un manche plus ergonomique. Il y a un truc que je n'aime pas dans le procédé de colle. Quand on divise le manche au milieu, une partie du manche se retrouve au-dessus du dos de la lame. Et la lame est décalée par rapport à l'endroit où se trouve habituellement le manche. Je trouve ça plutôt stylé. Ça ressemble? Oui. C'est vraiment ça. Ouais. C'est exactement ça. Je me demande si le manche est suffisamment orné. Peut-être que je changerai d'avis plus tard et que je le tordrai après le traitement thermique, mais pour l'instant, je vais le laisser tel quel. C'est peut-être une mauvaise idée. On verra bien. Messieurs, il vous reste la moitié du temps. 2h30 avant la fin de l'épreuve. On dirait qu'il a laissé une petite bosse à l'extrémité. Ouais. Alors maintenant que j'ai dessiné la lame, pour la touche artistique, je vais essayer de faire une feuille à l'extrémité, de l'enrouler autour et de la faire remonter comme une garde. C'est important pour moi qu'elle soit ornée et j'espère qu'elle mettra en valeur mon savoir-faire et qu'elle me permettra de me démarquer de la concurrence. Je comprends mieux pourquoi Jason avait laissé cette bosse à l'extrémité. On dirait qu'il va en faire une feuille. D'accord. C'est très traditionnel comme technique. Ouais. C'est pas mal. J'ai donc fait ma feuille, je la trouve superbe et je commence à la plier. C'est beaucoup trop grand. Je commence à avoir des sueurs parce que j'ai consacré beaucoup de temps et d'efforts à la fabrication de cette feuille. Mais si je laisse cette feuille, elle sera beaucoup trop longue. Jason est en train de couper la feuille au bout de son manche. C'est pas une bonne nouvelle, ça. Il faut un élément artistique dans le produit final. Ouais. Donc,
temps à fabriquer cette feuille, pour finalement ne pas l'utiliser. Il faut que je trouve un autre élément décoratif. Tu ne peux pas remettre la feuille? Non, il est dur de la feuille. Oh non. Doug, sors de ce corps. Ouais. Un maréchal ferrant, un bijoutier et un soudeur entrent dans un bar. Un bar ou une barre? Oh, wow. Oh. L'addition! Jesse passe main, il est en train de l'étirer. J'ai décidé de partir sur une simple torsion sur le dos. Ensuite, je vais l'enrouler de façon esthétique afin de former une sorte de garde. Même si c'est pas forcément tape à l'œil, je sais que je maîtrise la technique et que ça respecte les paramètres. C'est merveilleux ça. J'aime beaucoup la torsion du manche de Jesse. Elle donne cette touche artistique recherchée et il a su l'exécuter assez rapidement. On fait le métal, puis l'huile. L'huile devient plus fluide lorsqu'on la chauffe et elle refroidit les objets plus rapidement. C'est intéressant, c'est donc une bonne initiative. Absolument. Ça commence à sentir les frites ici. Quelqu'un aurait dû en acheter, on aurait pu en manger. Jason prépare le déjeuner pour tout le monde. On mange quoi, Jason? C'est du ragoût de métal. Super. Sa meilleure recette. J'ai plus faim. C'est l'heure de la trempe, je vais durcir ma lame. Une bonne trempe et un bon traitement thermique sont essentiels. La thermique médiocre. Heureusement, les pinces sont coriaces. C'est là que tout peut basculer. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts. C'est parti. Cole trempe dans l'huile. Ouais. Je pense que c'est bon. Après la trempe, je dois affûter la lame. C'est un long processus, mais il faut le faire et c'est le plus important. Grady, j'aimerais vraiment que Cole se concentre davantage sur l'aspect artistique de ce défi. C'est trop banal. À ce stade, faire un simple couteau de forgeron ne suffira pas. Ici. Pour l'élément décoratif, je me rabats sur un plan B. Je vais forger un fleuron. Très bonne idée. Ouais, un bon travail de martelage. Je pourrais vous parler des fleurons pendant des heures, parce que j'en ai fabriqué beaucoup. Mais j'ai pas le temps. Je dois tremper mon couteau. Je vais utiliser ces charbons ardents à bon escient. Je vais faire des allers-retours avec ma lame, et tout va bien se passer. J'ai une peur bleue que la lame se fissure ou que j'entende un tintement. Mais le grain de l'acier se réaligneront, que la magie opérera. Et que ce sera une belle lame. Jason passe à la trempe. Tout va bien pour l'instant. Bien. Jesse est le seul qui n'a pas fait la trempe. La température est trop élevée pour cette trempe. Et quand la lame est aussi chaude, il y a un plus grand risque de fissure et de déformation. Maintenant, je dois m'assurer que tous les éléments sont parfaits. Je suis très impressionné par ces forgerons. Chacun d'entre eux me représentera parfaitement, ainsi que l'atelier, et aura toutes les chances de remporter la compétition. J'essaie de mettre à profit le peu de temps qu'il me reste pour perfectionner mon travail. J'ai de grosses paluches. J'essaie de regarder celles de Ben. Je ne sais pas si elles ont le même gabarit que les miennes, mais en tout cas, je pense que je suis pas mal niveau ajustement. Ça roule, ma poule? Ce serait un grand honneur de pouvoir représenter Ben et la région des Appalaches. Je vois des ciseaux maintenant. Je vous remercie. Pas de quoi? Je suis fichu. Maintenant, j'essaie de mettre quelques coups de lime sur cette tranche du manche pour lui donner une touche artistique. Vous pensez quoi de la touche artistique de Cole? C'est minimaliste? Oui, Celui qui regarde. Techniquement. En l'occurrence, dans ceux des juges. c'est ça. C'est vrai. C'est un très bon moyen de déconcentrer ses adversaires, ce bruit incessant. C'est clair. On dirait un criquet en colère. 5, 4, 3, 2, 1. Messieurs, éteignez vos machines et posez vos outils. L'épreuve est terminée. J'ai fini et il ne me tarde pas de passer au test. Aucun forgeron ne veut que sa lame soit soumise à une torture destructrice et dévastatrice. Tout ce que je peux faire maintenant, c'est croiser les doigts pour que mon couteau de forgeron résiste à la force de Ben. Messieurs, bienvenue au test dynamique de résistance et de tranchant. Pour tester la solidité de vos lames, je vais d'abord les frapper contre cette pince. Puis, pour tester la tenue du tranchant et la sensation en main, je vais... Jesse, vous êtes prêt? Oui, monsieur. Très bien. Je suis affreusement stressé. Les couteaux ne sont pas du tout destinés à être frappés sur des pinces. Mon cœur bat à toute vitesse. Est-ce que ça va tenir? Est-ce que ça va s'ébrécher? Est-ce que ça va éclater? Le pire scénario serait que la lame explose, que le manche soit inconfortable. Il y a tellement de problèmes possibles que j'ai du mal à gérer mon stress.
Très bien, Jesse. Pour commencer, il est très esthétique. C'est un beau couteau de forgeron. En revanche, le tranchant s'est beaucoup écaillé lors des tests. L'acier était peut-être un peu trop chaud pendant la trempe. Mais bon, il a tenu le coup. C'est simplement un couteau dentelé maintenant. Pour en revenir à votre manche, la torsion légère et la courbure, c'est sympa, c'est vraiment chouette. Dans l'ensemble, il est en un seul morceau, toujours droit, donc beau travail. Merci. Cole, c'est à vous, prêt? Ouais. Bien. En voyant le couteau de Jesse ébréché, j'ai le cœur qui palpite. Je vais y avoir des dégâts quand il va frapper dans les pinces. Le tranchant pourrait s'ébrécher ou se plier. Le manche se briser en deux. Bref, tout peut arriver. Bien, Cole. Tout d'abord, sur le plan artistique, ce couteau n'est pas le plus abouti que j'ai vu de ma vie. J'aurais bien aimé qu'il ait un peu plus de style, de détail. Et pour ce qui est de votre lame, le tranchant a fini par s'ébrécher. Et puis ici, je sens des bulles sous lesquelles je peux passer l'ongle. Ça a eu un impact sur la coupe lors du test. Quand j'ai tranché la courge, mais c'est tout de même du bon travail. Merci. Très bien, Jason, c'est à vous. Prêt? Je vais vomir, mais d'accord. Bon, ça va être marrant alors. Après avoir vu les couteaux de Jesse et Cole subir autant de dégâts, j'ai peur pour le mien. Dans ma tête, je crie, ça va se casser, je suis désolé. C'est parti, mon Tiki. Jason, ce manche est vraiment chouette. J'aime bien les angles carrés décalés. J'aime bien la façon dont la courbure s'adapte à l'avant, confortable et facile à tenir. Quant à lui, le tranchant a été malheureusement ébréché lors de l'épreuve. Ça n'a pas été laminé, simplement ébréché. Le tranchant est très fin, c'est très bien, mais il s'agit d'un acier W1 qu'on frappe contre des manches de pince. Un tranchant plus robuste aurait sans doute été nécessaire. Mais bon, tous les éléments sont réunis, c'est très bien, beau travail. Merci, monsieur. Je pense que nos lames ont été testées et qu'il a nié. Mais j'espère que le design de mon manche se démarquera des autres et qu'il me permettra de continuer l'aventure. C'est un immense plaisir de vous retrouver ici à la forge de Clay Spencer et de vous regarder travailler. Vous êtes tous les trois des forgerons très talentueux, mais il s'agit d'une compétition, ce qui signifie que seuls 2 d'entre vous pourront accéder à la prochaine étape. Le candidat qui quitte la forge est... Cole. Et Ben va vous expliquer pourquoi. Cole, en vous regardant travailler, je vois bien que vous êtes un forgeron très talentueux. Mais comme ces 3 lames ont eu des résultats à peu près équivalents lors des tests, il a fallu examiner de plus près les qualités artisanales et artistiques requises, et la vôtre n'a pas été à la hauteur de celle de vos adversaires. Cole, c'était un réel plaisir, mais malheureusement l'aventure se termine pour vous. Je vais vous demander de bien vouloir quitter les lieux. Je suis fier du travail que j'ai réalisé et j'ai fait mon possible, mais ça n'a pas suffi. Les autres concurrents sont d'excellents forgerons. Je pense qu'ils ont de grandes chances de remporter la compétition. Je croise les doigts. Ce serait génial de gagner 10 000 $ pour la forge de Clay Spencer. Jesse et Jason, félicitations. Vous pourrez participer à la 2e épreuve. Ce qui signifie que l'un de vous pourra atteindre la dernière étape du tournoi et potentiellement remporter un chèque de 20 000 $ d'équipement et de fournitures pour cet atelier de forge. Normalement, à ce stade de la compétition, on vous demande de rentrer chez vous et de fabriquer une arme historique iconique pendant 4 jours. Mais pour représenter votre région, on aimerait que vous fabriquiez plutôt cet outil. Une fourche à 4 dents. Conçu par les paysans européens, 4 dents demeure un outil agricole populaire dans la région des Appalaches. Doté de longues dents pointues destinées à piquer et à lancer des tas de foin, les paysans ont également découvert qu'elle était suffisamment tranchante pour infliger des blessures mortelles aux bourgeois lors d'émeutes. La fourche a joué un rôle déterminant dans la révolte du whisky de 1794, lorsque les fermiers et les distillateurs de la Pennsylvanie ont pris des armes pour protester contre la taxe fédérale sur le whisky.
La longueur totale de la fourche doit être comprise entre 170. La largeur de la fourche doit être comprise entre 14 et 16 cm et demi. Et chacune de ces 4 dents doit mesurer entre 28 et 33 cm. Sérieux, c'est une blague? Une fourche? Je suis un forgeron, pas un paysan, moi. Mais maintenant qu'on m'a lancé ce défi, je vais le relever, j'ai plus le choix. Et voilà, on va rentrer à la maison et fabriquer une fourche. Même si vous représentez tous les deux l'atelier de Clay Spencer, vous allez fabriquer cet outil dans vos forges respectives. Tous les deux des forgerons et des artistes très talentueux. Donc on veut des fourches que des paysans en colère seraient fiers de brandir. Bonne chance et à dans 4 jours. Bonne chance. J'aime beaucoup travailler à la John C. Campbell Folk School. C'est comme ma deuxième maison. Mais je suis quand même super content de retourner dans ma propre forge. J'espère que je représenterai Ben Abbott et les Appalaches de mon mieux. Et j'espère que mon équipe locale, la John C. Campbell Blacksmith, de mon travail. Pour l'instant, je forge d'abord entre les dents et l'emboîture. J'ai l'impression qu'en faisant ça, et en coupant les dents ensuite, je pourrais passer plus de temps sur la fabrication des dents. Et elles ne me gêneront pas. Je vais travailler avec de l'acier à ressort 5160 récupéré sur une voiture. Je sais pas de combien de matériaux je vais avoir besoin. Alors je vais tout utiliser. J'ai clairement pas besoin de tout ça, mais bon, c'est plus prudent. Je ne sais pas si je fais exactement ce qu'il faut, mais en tout cas, je me sens confiant quand je vois l'évolution de la fabrication depuis le début. Ce serait un véritable honneur de représenter la région des Appalaches et l'atelier de Clay Spencer. Je dois donc trouver un moyen de fabriquer une fourche. Aujourd'hui, l'objectif est de faire l'emboîture. Il faut absolument que je réussisse bien la soudure de l'emboîture, parce que sinon, ça peut carrément se fendre et sortir du manche en gros. Ce sera plus joli quand ce sera terminé. On verra plus du tout les soudures une fois que ce sera mêlé. C'est soudé. Prochaine étape, je dois découper ses dents, donc ça va prendre un peu de temps. À la fin de la journée, j'ai atteint mon objectif. Je suis fatigué, mais je suis prêt pour recommencer le lendemain. Au matin du deuxième jour, j'ai un objectif clair pour la journée. Faire une ébauche de la fourche. Je dois bien tout vérifier. Je veux vraiment que les lignes soient identiques. Si l'une des dents est plus grande que l'autre, ça va être problématique. Et je vais devoir forger beaucoup plus. Ça me plaît bien. Une fois que toutes les lignes sont égales, je voudrais commencer à travailler le ciselage et le filage, qui me permettra d'étaler les dents comme ça. Les écarter juste un peu. Je veux pas trop les écarter pour l'instant parce que je sais pas jusqu'où elles vont se déployer. Donc je vais continuer à faire ça tout doucement. Je veux pas surchauffer ni même travailler à froid, parce que ça pourrait créer une fissure de tension. Et je risque de m'en rendre compte beaucoup trop tard. C'est lent comme processus, mais j'y arrive. Je suis assez satisfait de mes progrès. Je pense avoir accompli beaucoup de choses aujourd'hui. Lentement mais sûrement, ça ressemble à une fourche. Jour 3. Hier, j'ai fait la trompe. Je suis super content. Ouais. Aujourd'hui, j'aimerais essayer de réaliser un serpent en acier de Damas torsadé. Ça part dans la forge, puis le serpent remontera et s'enroulera autour du manche. Ce sera une jolie petite touche décorative. Clay Spencer est surtout connu pour ses travaux ornementaux. J'espère que tout le monde sera fier de moi et que je me démarquerai de la concurrence avec ma création. Ah, ça me plaît pas. Maintenant que j'ai réussi à avoir la forme générale, je trouve qu'on dirait un serpent droit. Et je veux que le serpent s'enroule autour du manche. Et ça s'est fendu. Je le regarde, mais malheureusement, il est seulement bon pour la poubelle. Je peux rien en faire, puis me démarquer des autres concurrents. J'observe ma fourche et je mets un peu d'azurant dessus. Elle en ressort différente et beaucoup plus belle. Ça va mieux. Je trouve ma fourche hyper sympa maintenant. On est au matin du 4e jour. Hier, j'ai réussi le traitement thermique à la trompe. Ça a l'air pas mal pour le moment. Je dois faire le manche. Il faut que j'y apporte une petite touche artistique. Alors, je vais faire une gravure fractale. J'espère représenter mon équipe locale de la John C. Campbell Folk School. La combustion fractale consiste en une petite boîte avec une alimentation néon avec des clous en métal. Si c'est bien fait, ça claque. C'est un processus lent, il suffit d'allumer l'appareil, il fait son travail tout seul et il faut surtout pas y toucher. Ensuite on l'éteint, on le déplace et on le rallume. J'adore ça. Fourche, choisis quoi?
J'espère vraiment que je ne vais pas décevoir ma famille et John C. Campbell. Sinon, Bells va me frapper avec un morceau d'acier. Elle est vicieuse, hein. Ouais, mais je l'aime bien. Il faut quelqu'un à côté de moi pour la photo. Jour 4. J'ai presque terminé. Tout se déroule à merveille. Il est donc maintenant temps de passer aux manches. Ce truc est tellement bien ajusté que j'ai du mal à le faire entrer. Faut forcer, forcer, forcer. Même comme ça passe pas. C'est une blague ou quoi? J'ai pas le choix, faut que ça rentre. J'espère simplement que rien ne va se casser parce que sinon, je vais être dans le pétrole et j'aurai pas moyen de recommencer à ce stade-là. Eh ben voilà, c'est rentré. Mon manche est en place. J'ai pratiquement terminé. Non, je passe au test. Pastèque ennemi repéré, c'est parti. J'ai failli lui arracher la tête. J'ai vraiment hâte d'aller dans la forge du meilleur forgeron. Dans tous les cas, je suis sûr que ma fourche résistera au test. Jesse, Jason, Bells, bienvenue dans notre forge. Vous avez passé 4 jours à créer des fourches à 4 qu'elles sont superbes. Il nous faut maintenant déterminer lequel d'entre vous participera à la dernière étape de ce tournoi, en vue d'empocher 20 000 $ et d'offrir à Bells et à l'école 10 000 $ supplémentaires de matériel de forge. Avant de tester vos fourches, parlez-nous de votre travail. Jesse. Elle est fabriquée en 51-60 avec un manche en frêne et une base géométrique. J'ai fait une gravure fractale sur la partie inférieure de la fourche. J'espère qu'elle fera l'affaire. Parfait. Et vous, Jason? J'ai forgé ma fourche à partir d'un morceau de ressort à lame en acier 51-60 et j'ai utilisé du carrier pour le manche. Je voulais faire du damas, mais ça n'a pas marché. Alors j'espère que ça tiendra le coup. Elles sont superbes. Bells, vous êtes prêtes pour le test? Je suis prête. Très bien. Messieurs, je laisse la place à Ben Abbott. Bienvenue dans le test de résistance et de fonctionnalité de cette compétition. Je vais tester la fonctionnalité de vos fourches en faisant ce qu'elle se mettre du foin dans un tonneau. Ensuite, je vais me mettre dans la peau d'un villageois en colère et attaquer le mannequin en sable. Et enfin, je vais tester leur résistance en les frappant contre le côté de cette brouette. Jesse, vous êtes prêts? Oui, monsieur. C'est vraiment très intimidant de participer au meilleur forgeron. C'est impressionnant. Bien sûr, je suis hyper stressé. J'ai jamais subi de tels tests. Je ne sais pas si le traitement thermique a été efficace ou si tout va ficher le camp. On ne peut jamais savoir. Je le sentais. Jesse, jusqu'à ce dernier coup, tout allait bien. La structure du grain a l'air bien, il est bien serré, donc il n'y a pas eu de problème à ce niveau. Mais je suppose, par rapport à certains coups que j'ai donnés sur la brouette, que le point d'interface de ronde à plate, et où il y a un petit creux en dessous, a suffi à créer une tension qui a provoqué cette fissure. D'accord, monsieur. Jesse, vous avez survécu à tous les coups, sauf au dernier. Mais malheureusement, comme votre fourche s'est cassée, on considère qu'il s'agit d'une défaillance critique et on ne peut donc pas continuer à la tester. Mais attention, le combat n'est pas encore terminé. Jason, pour passer à la dernière étape du tournoi, 9 coups. Vous êtes prêts? Je suis prêt. Très bien, à toi Ben. En voyant Ben s'emparer de cette fourche, je sue à grosses gouttes. Juste après l'emboîture, il y a un endroit que j'ai un peu trop meulé et qui pourrait se briser. D'autant plus que la fourche de Jesse s'est brisée exactement au même endroit. Ça m'inquiète un peu. Jesse, malheureusement la compétition prend fin et vous ne participerez pas à l'épreuve finale.
Merci pour votre détermination, mais à ce stade, je vais vous demander de bien vouloir quitter la forge. Merci pour cette opportunité. Ma fourche s'est cassée. Je m'y attendais pas, mais c'est comme ça. Et je suis quand même content d'en être arrivé là. J'ai beaucoup appris, mais c'était aussi très fun comme expérience. Et jusqu'au final, parce qu'il a fait un travail vraiment extraordinaire. Je pense qu'il a toutes ses chances. Jason, félicitations. Vous avez encore plus de chances d'empocher un chèque de 20 000 $ et d'obtenir 10 000 $ en matériel et fournitures pour Bells et la John C. Campbell Fall School. Mais le chemin est encore long, parce qu'il faudra se mesurer à 3 autres forgerons. Mais avant de vous laisser partir, on a envie de vous serrer la main et vous souhaiter bonne chance. Je suis con que j'étais pas un forgeron de fourche, mais maintenant oui, parce que j'en ai fait une, et elle a tenu le coup. Je suis ravi de représenter Ben et John C. Campbell pour l'épreuve finale. J'espère que je leur ferai honneur, que je gagnerai, et que je rentrerai chez moi heureux. Moment crucial de la trempe arriva. Cet instant redouté où le métal plongé dans le liquide pouvait se fendre ou se déformer. La lame de Cody subit une légère torsion. Mais le jeune forgeron resta persuadé de pouvoir rectifier le tir lors de l'émouture. Paul, de son côté, sortit ses lames du bain sans défaut majeur. Pour garantir des profils rigoureusement identiques, Paul utilisa une astuce ingénieuse en solidarisant ses 2 lames à l'aide de pinces de serrage, avant de les passer à la ponceuse à bande. Conscient que la solidité des pièces serait rudement éprouvée par les juges, il accorda un soin tout particulier au traitement thermique pour rendre l'acier plus résilient. Les 2 trempes successives de Paul furent des réussites totales. Malgré son passé de directeur de grande entreprise et d'ancien footballeur professionnel habitué à la pression des stades, le stress de la forge restait intense. Contre toute attente, Gary parvint à sortir 2 lames exploitables malgré les fissures initiales. Et sa trempe se déroula sans le moindre bruit de craquement suspect. Le compte à rebours final retentit. 5, 4, 3, 2, 1. Les outils d'usinage s'éteignirent. La première manche était terminée. L'heure du jugement avait sonné. Les 3 experts examinèrent les créations une par une. Les lames de Paul présentation des profils très similaires et une belle solidité. Malgré un besoin de finition plus poussé. Celles de Cody furent saluées pour leur rectitude et leur régularité, en dépit de légers accros mineurs. En revanche, le travail de Gary montra des faiblesses évidentes. Des défauts de soudure persistants sur les flancs et les dos des lames, ainsi que des profils asymétriques et trop courts. Le verdict tomba, éliminant Gary de la compétition en raison de ses délaminations structurelles. Le jeune homme quitta la forge la tête haute, fier d'avoir partagé ce moment avec d'autres passionnés de l'acier. Le choix des matériaux et l'épreuve des manches. Pour la 2e étape de ce défi de haut vol, les 3 forgerons encore en lice reçurent l'ordre de corriger les imperfections relevées par le jury, puis de doter chaque lame d'une garde et de 2 plaquettes pour le manche. Le tout en seulement 2 heures. Fabriquer 4 assemblages complets et fonctionnels dans un laps de temps aussi court relevait de l'exploit. Le jury évaluerait ensuite la durabilité et le tranchant des armes lors d'une série de tests dynamiques. Le temps repartit à toute allure. Paul Raspe mesura la chance qu'il avait de travailler avec de l'acier inoxydable et du laiton. Des matériaux robustes. Pour façonner ses gardes, il découpa le laiton en son milieu, perça des trous alignés à la perceuse à colonne et sépara la pièce en 2. Paul comprit rapidement que l'ajustement demanderait un effort soutenu, alternant méticuleusement entre la lime et la perceuse. Cody rencontra des difficultés majeures en tentant de percer le passage de la soie dans sa garde, le laiton refusant de s'ajuster correctement. Il prit la décision de souder directement la garde sur la soie. Cette méthode comportait un risque immense. La chaleur de la soudure pouvait altérer localement le traitement thermique de la lame. Le résultat fut esthétiquement décevant, mais la garde tenait bon, ce qui lui permit de continuer à avancer alors que l'horloge affichait déjà 90 minutes restantes. Dans sa précipitation, Cody réalisa qu'il avait soudé la garde à l'envers. Se sentant comme un débutant, il dut couper sa soudure et recommencer le processus dans le bon sens.
augmentant sa crainte de ne pas finir à temps. Une fois les gardes installés, Paul reporta le profil de la soie sur les blocs de bois destinés aux manches. Après avoir percé les cavités en quelques secondes, il constata qu'il lui manquait 2 cm pour atteindre parfaitement la garde. Pour compenser ce vide, il inséra une rondelle de nickel avant de fixer son bloc de bois. La fabrication des manches devint une véritable épreuve d'endurance. Et l'angoisse ne diminua qu'une fois le second assemblage terminé. À 45 minutes du terme, Cody tenta d'insérer un rivet dans son manche. Malheureusement, la pièce se plia à l'intérieur du logement, bloquant complètement le mécanisme. Impossible de l'extraire ou de l'enfoncer davantage. Ce blocage résultait d'un mauvais alignement des perçages. Face à ce mur, Cody choisit de sectionner le rivet tordu et de percer un nouveau canal pour insérer une fixation neuve, comptant sur la colle époxy pour sceller le tout. Cependant, le manque de colle rendit l'assemblage fragile et désordonné. À 20 minutes de la fin, les manches ressemblaient encore à de gros blocs grossiers. L'histoire du concours avait montré que de nombreux candidats avaient été éliminés pour avoir présenté des manches trop volumineux, anguleux ou inconfortables. Paul utilisa une ponceuse à bande large pour affiner la jonction entre le bois et le métal. Ces manches manquaient d'élégance, mais ils offraient une prise en main confortable. Il lui restait 15 minutes pour affûter le fil des 2 couteaux. Dans les dernières minutes, la panique s'empara de l'atelier. Cody, cherchant à rattraper son retard sur le ponçage des manches, provoqua un immense nuage de poussière qui envahit l'espace. Dans la confusion, ses doigts heurtèrent la bande abrasive en rotation, lui infligeant une coupure douloureuse. Les services médicaux durent intervenir d'urgence pour stopper le saignement et poser un pansement. Alors qu'il ne restait que 5 minutes, Cody tenta de finaliser l'affûtage. Mais la catastrophe se produisit. Le logement du manche étant trop large et la colle n'adhérant plus. L'une des plaquettes se détacha complètement. Il dut abandonner la pièce défectueuse en espérant que le reste tiendrait durant les examens des jugs. Le signal final retented. La deuxième manche était close. Les couteaux furent soumis au test de la tôle métallique destinée à éprouver la résistance des structures. Lors de l'examen des armes de Paul, le juge constata une déformation du fil près de la pointe sur la première lame et quelques écrasements mineurs sur la seconde. Mais l'ensemble resta intègre et fonctionnel, assurant la satisfaction du candidat. Pour les couteaux de Paul, le verdict fut similaire. Malgré quelques zones d'écrasement sur le tranchant, les pointes demeurèrent intactes et les poignets résistèrent à l'impact. Lors du passage de Cody, le jury pointa du doigt le relief trop prononcé du manche. Désagréable au toucher, bien que les lames aient honorablement supporté le choc de la tôle. L'épreuve suivante fut celle du sac de frappe pour évaluer la capacité de pénétration et le tranchant. Les armes de Paul démontrèrent leur efficacité malgré les légères déformations subies précédemment, prouvant qu'elles pouvaient couper et transpercer profondément la cible. De même, les tranchants des lames de Paul et de Cody passèrent le test sans dommages supplémentaires, coupant la toile avec netteté. À l'issue de ces démonstrations, le jury dut éliminer un nouveau candidat. Malgré la qualité globale des couteaux présentés, Paul fut invité à quitter la forge. Le jury justifia sa décision par les dommages trop importants subis par ces tranchants lors de l'impact sur la tôle, ainsi que par des manches jugées trop volumineux et inconfortables pour une utilisation prolongée. Paul accepta le verdict avec philosophie, rappelant que la forge était toute sa vie et qu'il resterait forgeron jusqu'à son dernier souffle. La Forge della Cinque Dea. Paul Raspe et Cody Adelson se retrouvèrent ainsi qualifiés pour l'ultime confrontation. Pour cette grande finale, ils reçurent la consigne de retourner dans leurs ateliers respectifs pendant 4 jours afin de recréer une arme historique légendaire, la 5DEA. Cette épée courte, emblématique des nobles de l'Italie du Nord au cours des XVe et XVIe siècles, tirait son nom signifiant 5 doigts de la largeur impressionnante de sa lame à la base de la garde, caractérisée par un profil triangulaire à double tranchant,
Elle se distinguait surtout par ses multiples gouttières longitudinales destinées à alléger considérablement la structure tout en conservant une rigidité maximale pour porter des coups. Redoutable. Par le passé, cette arme avait déjà donné du fil à retordre aux meilleurs artisans du concours, y compris au juge invaincu Ben Abbott. Les critères imposés pour cette finale étaient stricts. La lame devait mesurer entre 66 et 71 cm de longueur, posséder un double tranchant parfait et comporter exactement 6 gouttières de chaque côté, soit un total de 12 canaux à creuser. La garde devait être incurvée vers la pointe et le pommeau adopter une forme distinctive en arc de circle. De retour dans son atelier de Homer Glen dans l'Illinois, Paul décida de se lancer dans la fabrication à 42 ans. Cet ingénieur électricien, qui avait passé une grande partie de sa carrière à travailler pour la prestigieuse agence spatiale de la NASA, abordait la forge avec la précision chirurgicale d'un scientifique. Pour lui, la forge n'était pas seulement un art ancestral. C'était une démonstration vivante des phénomènes physiques. Il comprenait le traitement thermique, les transformations moléculaires de l'acier et la dynamique des fluides. Lorsqu'il se souvenait de ces discussions passées, les sceptiques lui demandaient souvent comment il comptait s'en sortir avec des moyens de fortune. Sa réponse était toujours la même, habitée par une confiance tranquille. Avec un simple briquet et un garde-boue transformé, un forgeron passionné pouvait façonner un couteau. À ses côtés se tenait Cody Adelson. À 29 ans, ce jeune homme affichait la mine déterminée de ceux qui apprennent vite et bien. Forgeron amateur depuis seulement 2 ans, Cody possédait pourtant un avantage secret. Il avait directement contacté Tyler Akbar, le vainqueur légendaire du tournoi de l'armée. C'était Tyler qui lui avait transmis les rudiments du métier, lui inculquant la discipline nécessaire pour dompter la matière. Ce savoir accumulé lui avait montré tout ce qu'il devait encore apprendre et assimiler pour se hisser au niveau des maîtres. Le troisième compétiteur, Gary Riemann, apportait une énergie radicalement différente. Du haut de ses 23 ans, il affichait déjà 5 années de pratique amateur derrière lui. Pour Gary, la forge était synonyme de camaraderie et de joyeux chaos. Lorsqu'il se retrouvait dans l'atelier avec ses amis, l'endroit se transformait en un véritable bazar. Une ruche bourdonnante où les étincelles volaient au rythme des éclats de rire. Selon lui, tous les forgerons qu'il connaissait partageaient un point commun incontestable. C'étaient de grands passionnés de culture alternative, de véritables geeks de l'acier. Le quatrième homme complétait ce tableau de compétiteurs d'élite, chacun apportant son propre bagage et ses propres espoirs dans l'arène de feu. Soudain, la voix solennelle de l'animateur résonna, brisant le bourdonnement des ventilateurs. Il souhaita la bienvenue aux participants dans la forge, saluant leur courage pour avoir accepté de se mesurer au plus grand concours de forge jamais organisé. La compétition, rappela-t-il, se déroulerait en 3 étapes éliminatoires. À la fin de chaque round, un forgeron verrait ses espoirs s'envoler. Derrière lui, le jury implacable observerait chaque geste, chaque décision, pour désigner celui qui mériterait le titre suprême et le chèque de 10 000 $. Le signal fut donné. Les forgerons s'avancèrent et retirèrent les draps qui masquaient leur poste de travail. Sous le tissu se trouvaient 2 petites boîtes métalliques et 2 bocaux remplis de morceaux d'acier. Le défi initial tomba comme un coup près. Il devait fabriquer non pas un, mais 2 couteaux rigoureusement identiques en utilisant la technique du acier de Damas en boîte. 3 heures pour réaliser 2 lames parfaites. L'angoisse monta d'un cran. Les paramètres imposés étaient stricts. Les lames devaient mesurer entre 18 et 23 cm de long. De plus, ceux qui franchiraient cette étape devraient ajouter une garde et une poignée pour transformer ces pièces de métal en armes fonctionnelles. Les juges testeraient ensuite la solidité des lames sur une tôle de métal ainsi que leur tranchant sur un sac de frappe. Le chronomètre fut lancé. Les candidats se jetèrent dans l'action. Gary remarqua immédiatement la particularité des morceaux de métal fournis. Une configuration inhabituelle qui allait compliquer la tâche.
Il comprit qu'il faudrait gérer plusieurs processus simultanément. Son plan était de s'occuper d'abord du premier conteneur, de le placer dans le feu pendant que le second monterait en température. La quantité d'acier présente était amplement suffisante pour forger des lames de 20 cm. Cela ne faisait aucun doute. Pour Cody, le rythme était inversé. Habitué à fabriquer un seul couteau par mois dans son atelier personnel, l'idée d'en produire 2 en l'espace de 3 heures tenait de la folie pure. Pour maximiser ses chances de symétrie, il décida de répartir équitablement les composants dans chaque boîte afin que les motifs du damas soient aussi proches que possible. Il scella soigneusement les conteneurs tout en laissant une infime évacuation d'air pour éviter que la pression interne ne fasse exploser les couvercles. Perdre une boîte dans le fourneau aurait été catastrophique. Il prit le parti de les enfourner ensemble pour ne pas perdre un temps précieux. Pendant ce temps, l'ingénieur Paul Raspe avançait avec méthode. S'il se sentait capable de finaliser une lame sans encombre, mener de front 2 conteneurs restait un défi de taille. Cody, meticulous, commença par nettoyer l'intérieur de ses boîtes avec de l'acétone pour éliminer toute impureté qui aurait pu compromettre la soudure. Paul observa la scène, conscient que chaque artisan gérait sa propre histoire aujourd'hui. Il savait qu'il fallait nettoyer minutieusement tout ce qui entrait dans la boîte, sous peine de voir le conteneur refuser de se détacher du bloc d'acier après le pressage. Paul prit le parti de rassembler les éléments de manière homogène pour favoriser une fusion parfaite, plutôt que de mélanger les nuances au hasard. Les boîtes furent enfin plongées au cœur du foyer. Gary, quant à lui, n'appréciait guère la technique du damas en boîte. Le grand danger résidait dans les décollements internes. Si une délamination se produisait à l'intérieur de la structure, le forgeron ne s'en apercevait souvent que lorsqu'il était trop tard pour corriger le tir. En remplissant ses récipients, il veillait à ce que la poudre d'acier s'infiltre dans les moindres interstices pour chasser le moindre vide. Pourtant, emporté par l'urgence, Gary négligea de nettoyer parfaitement son métal avant de tenter la première soudure. C'était un pari risqué, mais le jeune homme affichait une confiance inébranlable, persuadé que sa méthode fonctionnerait. Après tout, il avait l'habitude de reproduire des modèles similaires chez lui. Le temps s'écoula rapidement, et après 2h30 de lutte, la question de la température devint centrale. Sans la chaleur adéquate, la soudure de forge était impossible. Les experts s'accordaient à dire qu'il fallait atteindre une teinte précise, semblable à du beurre fondu, puis maintenir la pièce dans le feu pendant 10 minutes supplémentaires pour s'assurer que le cœur du bloc soit aussi chaud que sa surface. Une mauvaise répartition de la chaleur provoquait inévitablement l'ouverture de la boîte et l'éjection de la matière sous la presse. Cody obtint la temperature idéale. Sa première manipulation sous la presse fut d'une grande délicatesse. Un geste maîtrisé qui porta ses fruits. Soulagé de voir son premier bloc de métal réagir favorablement, il passa immédiatement au second. Au même moment, Gary choisit une stratégie plus agressive en envoyant sa pièce directement sous le marteau-pilon pneumatique. Les observateurs s'interrogèrent sur la précocité de ce choix. Normalement, une compression uniforme sur chaque face à la presse était recommandée avant de marteler. Vigorousement. Le marteau-pilon risquait de faire éclater les soudures naissantes sur les côtés. En examinant la texture du métal, Gary constata avec effroi que la matière ne semblait pas compacte. Craignant des fissures ou des vides structurels, il prit la décision critique d'ouvrir la boîte pour inspecter l'acier. Par chance, l'intérieur semblait sain, ce qui lui permit de commencer à étirer le métal. À 2 heures de la fin, Paul travaillait à une vitesse phénoménale. Il enchaînait les passages sous la presse pour former sa billette, malgré le refroidissement rapide de son acier qui augmentait les tensions internes du métal. Sa seule hantise était de se laisser absorber par une tâche au point d'oublier la seconde pièce dans le four. Heureusement, le métal répondait bien. Paul commença à marteler les extrémités pour façonner des pointes tombantes. Un profil idéal pour la polyvalence de la lame.
Alors que l'acier prenait forme, Gary connut une terrible déconvenue. Une ligne sombre apparut au milieu de sa seconde billette. Signe indéniable qu'une section de la soudure n'avait pas tenu. Bouleversé, il comprit que s'il laissait cette fissure en l'état, l'élimination serait inévitable. Manquant de temps pour recommencer à zéro, il dut improviser sous la pression du chronomètre. Il tenta de combler les manques pour éviter une contamination par de l'acier doux. Une situation loin d'être idéale qui menaçait de le renvoyer chez lui. Il ne restait plus que 60 minutes. Cody, confiant dans la symétrie de son travail, utilisa une pointe à tracer pour marquer le profil exact qu'il souhaitait donner aux deux lames. Le métration. Alors qu'il restait 1 heure de temps réglementaire. Une complication surgit sur l'une des pièces de Gary. Une ligne de démarcation suspecte apparut au centre du bloc. Signe qu'une délamination s'était produite et que les couches d'acier ne s'étaient pas correctement unies. Conscient qu'un tel défaut structurel l'exposerait à une élimination immédiate, le jeune homme dut trouver une solution rapide pour combler les vides sans contaminer son acier. Précieux. Pendant ce temps, Cody et Tim avançaient avec assurance. Tim utilisa des pinces de serrage pour lier ces deux lames ensemble pendant la phase 2. Rectification, une astuce ingénieuse pour garantir un profil parfaitement symétrique. Le traitement thermique qui suivit fut un succès pour la majorité des concurrents. Les lames plongées dans l'huile ne montrant aucune fissure majeure ni déformation irréversible. Lorsque le signal final retentit, sonnant la fin des 3 heures, les artisans posèrent leurs outils, fatigués mais fiers d'avoir surmonté les embûches. L'heure de l'examen par les juges était arrivée. L'analyse des créations de Tim mit en valeur un travail soigné. Malgré de légères irrégularités sur le tranchant qui restait corrigible grâce à l'épaisseur de la matière. Les couteaux de Paul reçurent également des éloges pour la solidité de leur acier et la qualité de leur émouture. Cody présenta 2 lames droites, lisses et d'une régularité presque irréprochable. En revanche, l'examen des œuvres de Gary révéla des faiblesses structurelles majeures. Les zones de non-soudure sur les flancs et le dos des lames, combinées à une différence notable de profil et de longueur entre les 2 couteaux, scellèrent son destin. Les juges annoncèrent son élimination avec bienveillance, saluant sa passion et sa persévérance. Gary quitta la forge la tête haute, ravi de l'expérience humaine et des liens tissés avec ses pairs. Les 3 forgerons restants se qualifièrent ainsi pour la 2e manche. L'objectif était maintenant de transformer ces ébauches en couteaux complets et opérationnels en I. Ajoutant une garde et une poignée pour chaque lame, le tout en un temps limité de 2 heures. Paul opta pour une combinaison élégante d'acier inoxydable et de laiton. Il découpa et perça ses pièces avec méthode, alternant entre la perceuse à colonne et la lime. Cody rencontra plus de difficultés pour ajuster sa garde et prit la décision de la souder directement sur la soie. Une technique délicate qui risquait de modifier le traitement thermique appliqué précédemment. Dans le feu de l'action, il réalisa même qu'il avait soudé sa première garde à l'envers, l'obligeant à corriger sa trajectoire sous l'œil attentif du chronomètre qui affichait déjà la moitié du temps écoulé. À 45 minutes de la fin de l'épreuve, la fabrication des manches devint la priorité absolue. Paul assembla ses morceaux de bois à l'arrière de la soie, comblant les espaces vides avec précision pour obtenir une poignée robuste. Cody, en voulant insérer un rivet de fixation, fit face à un blocage mécanique dû à un mauvais alignement des perçages. Forcé de sectionner le rivet coincé pour percer un nouvel orifice, il dut compter sur la colle époxy pour assurer la cohésion de l'ensemble. La tension monta d'un cran lorsque Cody se blessa légèrement au doigt sur la bande abrasive, nécessitant l'intervention rapide du service médical pour poser un pansement protecteur. Malgré le stress et la poussière, les 3 artisans parvinrent à finaliser l'affûtage de leurs tranchants juste avant le décompte final. Les couteaux furent alors soumis à la redoutable épreuve de résistance sur la plaque de métal. Le passage des lames de Tim provoqua un léger écrasement du fil près de la pointe. Mais les structures restèrent globales et fonctionnelles. Les couteaux de Paul passèrent le test avec brio.
démontrant une excellente robustesse structurelle malgré des poignées un peu lourdes. Les pièces de Cody, bien que présentant un manche légèrement saillant et inconfortable au toucher, résistèrent également à l'impact sans rupture. L'épreuve suivante, consistant à trancher et perforer un sac de frappe suspendu, confirma la capacité de coupe de toutes les armes présentées. Au moment des délibérations, les juges durent faire un choix difficile. Si tous les forgerons avaient démontré un grand savoir-faire, les finitions des poignées de Tim, jugées trop volumineuses et peu ergonomiques, associées aux légers dommages subis par ses lames, entraînèrent son élimination. Tim accepta la décision avec philosophie, affirmant que la forge faisait partie intégrante de sa vie et qu'il continuerait à pratiquer cet art avec la même ferveur. Paul et Cody se retrouvèrent ainsi finalistes de la compétition. Le défi ultime leur fut alors dévoilé. Ils disposaient de 4 jours dans leurs ateliers respectifs pour forger une arme historique. Légendaire, la Cinque Dea. Cette épée large, utilisée par la noblesse de l'Italie du Nord au cours des XVe et XVIe siècles, tirait son nom de sa largeur à la garde, équivalente à 5 doigts. Sa lame triangulaire à double tranchant se caractérisait par la présence de multiples gouttières, destinées à l'alléger tout en préservant sa rigidité. Les critères imposés étaient stricts. La longueur de la lame devait mesurer entre 66 et 71 cm. Et comporter 6 gouttières distinctes de chaque côté, soit un total de 12 rainures à façonner à la perfection. De retour chez lui dans l'Illinois, Paul décida initialement de se lancer dans la fabrication d'un acier de Damas. Malheureusement, une fissure apparut lors de l'étirement de son bloc initial. Face à la contrainte de temps, il choisit sagement de se réorienter vers un acier homogène de haute qualité, une plaque de type 80C V2. De son côté, Cody choisit d'exploiter son point fort en préparant un Damas complexe composé de 155 couches alternant les aciers 15N20 et 1084. Il forgea également un bloc distinct pour la garde et le pommeau. Au cours des 2e et 3e jours, la création des 12 gouttières demanda une concentration extrême aux 2 finalistes. Il fallait creuser le métal avec régularité sans jamais affaiblir la structure centrale de l'épée. Paul rencontra un obstacle logistique lors du traitement thermique, son four de trempe étant plus court que sa lame de 70 cm. En isolant l'ouverture avec de la fibre de verre pour retenir la chaleur, il réussit à stabiliser la température et à effectuer une trempe impeccable. Pour la poignée, Paul réalisa un travail d'orfèvre en intégrant des éléments rappelant ses couteaux de la première manche, utilisant un assemblage en acier de Damas texturé. Cody fabriqua quant à lui un manche respectant scrupuleusement les proportions historiques de la 5 DEA, offrant une prise en main large et stable. Le 4e jour fut dédié aux finitions et à l'affûtage final avant le retour sur le plateau de la compétition pour les ultimes examens. Les 2 épées magistrales furent d'abord soumises au test de létalité sur des carcasses de viande. Suspendus. L'épée de Paul fit preuve d'un excellent équilibre et d'un tranchant redoutable, pénétrant profondément la matière. L'arme de Cody se distingua par sa maniabilité exceptionnelle à une main et la finesse de son fil conducteur, coupant les tissus avec une aisance déconcertante. La solidité fut ensuite testée en brisant des pots en terre cuite. Les 2 structures encaissèrent les chocs violents sans subir la moindre déformation ni dégradation de leur tranchant. Enfin, l'épreuve finale de coupe sur mannequin de gel balistique mit en valeur la perfection géométrique des 2 créations. Les coupures nettes et profondes infligées par la lame de Cody finirent de convaincre les membres du jury. Après une longue réflexion, les experts rendirent leur verdict officiel. Si Paul avait forgé une arme magnifique et incroyablement robuste, le poids légèrement supérieur de sa lame fit pencher la balance en faveur de son jeune rival. Cody fut sacré grand champion de la forge, recevant le chèque de $10 000 sous les applaudissements chaleureux de son adversaire. Paul exprima sa fierté d'avoir participé à une telle finale, honoré par la qualité du travail accompli.
Cette aventure se conclut dans un esprit de respect mutuel et de célébration de l'artisanat d'art, laissant une empreinte indélébile dans l'histoire de la forge. La forge était déjà brûlante avant même que le premier morceau de métal ne soit jeté dans le brazier, dans cet antre où la fumée dansait avec la lumière crue des projecteurs. 4 hommes se tenaient face à leur destin, les mains calleuses et le regard fixé sur les enclumes dissimulées sous de lourds draps sombres. L'atmosphère était chargée d'une tension presque palpable. Un mélange d'excitation brute et d'anxiété contenue. À l'extrémité du plancher, Paul Raspe ajustait ses lunettes de protection, plongé dans une panique totale à moins de 90 minutes de la fin. Bill refuse d'abdiquer, il nettoie la zone, réalise une nouvelle soudure soignée et la laisse cette fois refroidir lentement à l'air libre avant de finaliser son montage avec de la colle époxy. Pendant ce temps, Thomas rencontre d'immenses difficultés pour percer et sculpter sa poignée en micarta, un matériau composite extrêmement dense qui résiste à ces forêts. À 15 minutes du terme, sa poignée n'est toujours pas solidement assemblée et présente de nombreux éclats de matière. Rugueux. Dans un élan désespéré, Thomas se rue vers la ponceuse pour affûter le tranchant de sa lame principale alors que le chronomètre égrène ses dernières secondes. La fin de la manche est proclamée. Les 2 armes de chaque forgeron sont soumises au test final de létalité et d'ergonomie mené par l'expert en armes blanches sur un mannequin balistique en gel de silicone. Le poignard de poussée de Bill reçoit des éloges unanimes pour le confort parfait de sa prise en main et la netteté de ses perforations. En maniant le grand couteau de combat de Bill, le juge note que l'absence de contour sur la poignée rend le contrôle de cette masse de métal assez difficile lors des mouvements de coupe rapide, mais reconnaît que le tranchant est exceptionnellement acéré et capable de porter des coups mortels, sans subir de dommages. Vient ensuite l'évaluation des armes de Thomas. Dès la prise en main du grand couteau de combat, le verdict est sans appel. La poignée inachevée présente des arêtes vives et des échardes de micarta qui blessent immédiatement la main de l'utilisateur. Et un espace vide important entre la garde et le début du manche rend l'arme dangereuse pour le forgeron lui-même en cas d'impact violent. Constatant que l'état d'inachèvement de la poignée empêche de réaliser les tests de frappe de manière équitable et sécurisée, les juges prennent la décision difficile mais nécessaire de disqualifier l'arme de Thomas. En conséquence, Bill Peace est proclamé grand vainqueur de ce premier combat de couteau et remporte la récompense de $10 000. Thomas accepte cette décision avec un profond respect pour le règlement, se disant fier d'avoir mené son projet aussi loin malgré le manque cruel de temps. Submergé par l'émotion, Bill réalise enfin son rêve de devenir champion de la forge, concluant cette aventure intense par la certitude que le travail acharné et la persévérance permettent de surmonter les épreuves les plus redoutables de l'art du feu. La forge résonnait du bourdonnement chaleureux des foyers et du tintement lointain des enclumes. Une mélodie familière pour les passionnés du feu et du fer. Dans cet espace où le métal en fusion devenait œuvre d'art, 4 artisans s'apprêtaient à vivre une aventure hors du commun. Parmi eux se tenait Paul Raspe, un homme de 42 ans dont le parcours sortait de l'ordinaire. Ingenieur électricien de profession. Il avait consacré une grande partie de sa carrière à travailler pour l'administration nationale de l'aéronautique et de l'espace. Pour Paul, le travail de forge amateur était une extension naturelle de sa compréhension des phénomènes physiques. Sa maîtrise du traitement thermique et des structures moléculaires lui donnait une vision unique, transformant chaque étincelle en une équation de passion et de précision. À ses côtés, Cody Adelson, jeune homme dynamique de 29 ans, affichait un enthousiasme contagieux. Forgeron amateur depuis seulement 2 ans, Cody avait eu la chance immense d'être initié par Tyler Akbar, le célèbre vainqueur du tournoi militaire. Cette rencontre avait été déterminante pour le jeune artisan, lui inculquant non seulement les techniques fondamentales mais aussi une humilité profonde face à la matière. La transmission de ce savoir ancestral représentait pour lui bien plus qu'un simple apprentissage technique,
c'était une véritable école de vie. Le troisième compétiteur était Gary Riemann, le benjamin du groupe du haut de ses 23 ans. Malgré son jeune âge, Gary pratiquait le forgeage amateur depuis déjà 5 ans. Pour lui, la forge était avant tout un espace de partage et de franche camaraderie. Lorsqu'il se retrouvait autour du feu avec ses amis, l'atelier se transformait en un joyeux capharnaüm où les discussions techniques se mêlaient aux Ryers. Il aimait à dire, avec une pointe d'ironie affectueuse, que tous les forgerons qu'il connaissait étaient au fond de grands passionnés de technologie et de culture imaginaire, des esprits curieux captivés par les secrets de la métallurgie. Le présentateur s'avança alors vers le centre de la pièce, captant instantanément l'attention des participants. « Bienvenue à la forge », lança-t-il d'une voix chaleureuse. « Vous avez tous les 4 choisi de relever le plus grand des défis en participant à cette compétition prestigieuse. Cette aventure se déroulera en 3 manches distinctes. À l'issue de chaque étape, l'un d'entre vous devra malheureusement quitter l'atelier. Toutes les décisions seront prises par les juges installés derrière moi. Ce sont eux qui détermineront qui mérite le titre de meilleur forgeron et repartira avec un chèque de 10 000 $. Je sais que vous êtes impatients de commencer, alors que la création commence. Artisans, vos enclumes sont recouvertes d'un tissu, vous pouvez maintenant le retirer. Les draps se levèrent pour révéler le matériel de la première épreuve. Devant chaque participant se trouvaient 2 petits conteneurs métalliques et 2 bocaux remplis de morceaux d'acier. Le défi était de taille, il ne s'agissait pas de forger une seule lame, mais bien 2 couteaux rigoureusement identiques. L'objectif était de réaliser un acier de Damas en boîte, une technique complexe et stressante. Les instructions des juges étaient claires. Les artisans devaient concevoir 2 couteaux de style personnalisés en respectant des critères stricts. La longueur des lames devait impérativement se situer entre 18 et 23 cm. Les candidats qui parviendraient à franchir cette première étape de sélection devraient ensuite doter ces lames de tous les éléments nécessaires pour en faire des armes parfaitement functionals. Les experts évalueraient leur solidité et leur durabilité sur une plaque de métal, ainsi que leur tranchant sur un sac de frappe. Le chronomètre fut lancé pour une durée totale de 3 heures. Pour Paul, le défi consistant à préparer 2 pièces en parallèle était une nouveauté absolue. La quantité de matière contenue dans les récipients était amplement suffisante pour façonner des lames de 20 cm, mais le rythme requis changeait toutes ses habitudes. Alors qu'il ne forgeait habituellement qu'un seul couteau par mois, il devait aujourd'hui en réaliser 2 en 3 heures. Afin de garantir la plus grande homogénéité possible entre ces 2 créations, Paul choisit de répartir équitablement les différents types d'acier dans chaque boîte. Il ferma soigneusement les conteneurs tout en laissant un infime filet d'air pour éviter que la pression accumulée ne fasse éclater les couvercles sous l'effet de la chaleur intense. Pendant ce temps, Cody nettoyait méticuleusement l'intérieur de ses boîtes avec de l'acétone. Cette préparation rigoureuse était essentielle car la moindre impureté pouvait compromettre la cohésion du bloc d'acier. De son côté, Gary préféra sauter l'étape du nettoyage approfondi pour se lancer directement dans la soudure. Un choix audacieux qui comportait sa part de risque. Gary restait confiant, fort de son habitude de réaliser des pièces similaires dans son propre atelier. Une fois les conteneurs remplis de poudre métallique et d'éléments d'acier, les forgerons soudèrent les couvercles extérieurs. Une étape cruciale pour empêcher la structure de se déformer lors du passage sous la presse. Hydraulique. Le gardien du temps annonça qu'il restait 2 heures et 30 minutes. Les boîtes furent enfournées dans les brasiers ardents. Pour obtenir une soudure de forge parfaite, la température devait atteindre un niveau précis, souvent comparé à la couleur du beurre fondu, et y rester pendant au moins 10 minutes. Tim, le 4e forgeron, observa attentivement la nuance lumineuse de son bloc avant de le soumettre à la pression. La première compression de Cody se passa également au mieux, le métal réagissant favorablement sous l'action de la machine. Cependant, la précipitation de Gary l'amena à utiliser le marteau-pilon pneumatique un peu trop tôt, sans passer par la compression lente de chaque côté.
En ouvrant sa boîte pour vérifier l'état de son acier, il constata avec soulagement que la matière semblait compacte, lui permettant de commencer à étirer le métal. Paul travaillait lui aussi à une vitesse remarquable, enchaînant les allers-retours entre le four et la presse. Son attention était totale, veillant constamment à ne pas oublier une pièce dans le feu pendant qu'il façonnait l'autre. Petit à petit, les pointes des couteaux commencèrent à se dessiner, adoptant un profil tombant idéal pour la coupe et la pénétration. De retour sur le plateau de la forge, les deux magnifiques 5 DEA sont présentés au juge qui salue le travail colossal accompli par les deux artisans. L'heure de vérité a sonné avec le test de létalité sur une carcasse de viande recouverte d'une peau épaisse et de poils drus. Le juge manie d'abord l'épée de Paul. Il apprécie la solidité de la prise en main malgré le poids prononcé de l'arme vers l'avant, et constate que le tranchant pénètre profondément dans les tissus de la carcasse. En testant la 5 DEA de Cody, le jury est impressionné par l'équilibre parfait de l'arme qui permet un maniement aisé d'une seule main, et par la finesse des coupes qui traversent la viande comme un rasoir. L'épreuve suivante teste la résistance des structures face à des pots en argile compacte. Les deux épées brisent les récipients en 1000 morceaux sans subir la moindre ébréchure ni le moindre jeu dans les poignées. Enfin, le test ultime sur un mannequin balistique confirme la puissance dévastatrice des deux réalisations, les coupes étant si profondes qu'elles déséquilibrent la structure du support. Après une délibération intense, les juges rendent leur verdict final. Cody est sacré grand champion de cette édition et remporte le chèque de $10 000 grâce à la légèreté supérieure et à l'équilibre parfait de sa lame en acier de Damas sans mai. Paul félicite chaleureusement son adversaire, se déclarant honoré d'avoir participé à une telle aventure et extrêmement fier de la robustesse de son épée. La compétition se poursuit avec une intensité renouvelée lors d'une édition spéciale intitulée le Combat de couteaux. Pour ce défi sans précédent, 4 nouveaux forgerons émérites entrent dans l'arène avec une arme qu'ils ont entièrement conçue et fabriquée chez eux dans leurs propres ateliers. Le niveau est si élevé que les juges procéderont à un test éliminatoire immédiat avant même que les forges du plateau ne soient allumées. Parmi les concurrents se trouve Bill Peace, originaire de l'Ohio, qui pratique la forge amateur depuis 4 ans avec le soutien patient de son épouse. Bill présente une superbe création qu'il nomme le Centauri, dotée d'une lame en acier de Damas de 160 couches et de mitre en laiton poli. Le deuxième participant est Rhys, un jeune homme de 18 ans à peine qui a découvert la forge de manière totalement autodidacte à l'âge de 15 ans en regardant des vidéos sur Internet. Rhys apporte une machette robuste forgée à partir d'un ressort de suspension automobile. Le troisième candidat est Thomas Franklin, 34 ans, dont la passion pour les couteaux est née de son amour pour la cuisine fine. Encouragé par sa femme, il a conçu un grand couteau en acier au carbone avec des rivets en maille-shore et une finition brute. Des forges martelées. Enfin, Carrie O'Connor, 45 ans, professeur de arts martiaux et forgeron amateur depuis 4 ans, présente un kinjal géorgien traditionnel en acier de haute résistance doté d'un manche en bois de Sequoia. Le premier test éliminatoire consiste à frapper violemment un bloc de glace compact avec chaque arme, pour évaluer la géométrie du tranchant et la solidité de la poignée sous des impacts répétés. Le couteau de Bill traverse le bloc de glace sans subir de déformation, bien que les juges suggèrent d'élargir légèrement la base du manche pour offrir une meilleure préhension. La machette de Rhys se comporte bien sur la glace, mais le jury note que la poignée étroite et la forme de la garde provoquent un inconfort notable lors d'une prise en main puissante. Le couteau de cuisine de Thomas surprend agréablement les experts par la symétrie parfaite de son émouture et le confort de son manche qui ne subit aucun dommage. Quant au kinjal de Carrie, son profil à double tranchant se révèle extrêmement léger et efficace, même si la finition du manche aurait mérité un travail plus approfondi. Au moment du verdict, les juges décident de qualifier Thomas et Bill pour la suite des épreuves. C'est le jeune Rhys qui est éliminé de la compétition, malgré la grande résistance de sa lame.
Le jury estime que son design global reste trop simpliste et que les dimensions de sa poignée ne sont pas adaptées à une utilisation intensive. Le jeune homme accepte la décision avec maturité, impatient de retourner dans son atelier pour appliquer les leçons apprises. Pour la deuxième manche, Thomas et Bill se voient imposer un défi redoutable. Fabriquer en 2 heures seulement un poignard de poussée. Une arme compacte qui doit mesurer impérativement entre 10 et 12 cm de la pointe à la garde en ligne droite, posséder un double tranchant symétrique avec une pointe centrale, et subir l'étape de la trempe avant la fin du temps imparti. Les matières premières fournies sont des barres d'acier au carbone de type 1095 et 15N20. La réalisation d'une telle pièce en un temps aussi restreint nécessite une gestion du temps absolue. Thomas commence par éliminer la calamine de ses plaques d'acier à la lime pour garantir une soudure au feu parfaite, conscient que la moindre impureté ruinera son bloc de métal. Ayant l'habitude de travailler sous le feu des projecteurs et du chronomètre dans les cuisines professionnelles, il conserve son calme. Bill choisit d'utiliser l'intégralité du métal mis à sa disposition pour composer sa trousse. Un choix qui va rapidement s'avérer problématique en générant un volume de métal 3 fois trop important pour la taille de l'arme finale. Thomas laisse chauffer son acier dans le foyer jusqu'à ce qu'il atteigne la température idéale avant de le passer sous le marteau pilon pour l'étirer avec force. À 90 minutes du terme, Bill commet l'erreur d'appliquer une pression trop brutale avec la presse hydraulique sur sa trousse. Encore trop froide, provoquant une ouverture tragique de ses soudures. Obligé d'appliquer du flux de borax en urgence pour tenter de ressouder le bloc au feu. Il perd un temps précieux. De son côté, Thomas progresse rapidement et choisit de réaliser une monture à soie cachée. Il étire le métal pour former la lame et dégage un épaulement solide qui servira de butée pour empêcher la poignée en micarta de glisser vers l'avant. Il ne reste plus qu'1 heure de compétition. Bill s'épuise littéralement à tenter de réduire l'excès de métal de sa barre sur la meuleuse abrasive pour trouver la force de continuer malgré la fatigue. Il regarde ses gants sur lesquels ses enfants ont inscrit des mots d'encouragement lors du meulage des émoutures triangulaires de sa lame. La bande abrasive accroche violemment le doigt de Thomas, provoquant une blessure superficielle mais douloureuse. Refusant d'interrompre son effort, il pense sa blessure et poursuit le façonnage de ces 4 émoutures qui se doivent d'être parfaitement symmetriques. À 30 minutes de la fin, les 2 artisans procèdent à la trempe de leur poignard. La lame de Bill ressort de l'huile parfaitement droite et rigide, déclenchant un immense soupir de soulagement chez le forgeron. Thomas réussit également sa trempe et s'attaque immédiatement à l'assemblage de sa poignée en bois. Precious. Il perce le manche et commence à ajuster la soie, mais le temps s'écoule trop vite. Au signal final, les 2 hommes posent leurs outils. L'examen des poignards révèle que la trousse de Damas torsadée de Bill est structurellement très solide, bien que l'absence d'émouture prononcée rende la lame encore trop épaisse. Le travail de Thomas est salué pour la beauté de sa ligne et la propreté de son épaulement, validant sa qualification pour l'ultime confrontation. Les 2 finalistes disposent alors d'une dernière période de 6 heures pour parfaire leur poignard de poussée et réaliser une seconde arme d'envergure. Un grand couteau de combat inspiré d'un modèle de collection créé par un célèbre maître forgeron. Cette arme blanche doit posséder une lame mesurant entre 43 et 48 cm de long, une largeur minimale de 8 cm au point le plus large, un profil en bec d'oiseau et des gouttières bilatérales. Le tout forgé selon la technique complexe du Damas 100 mai. Les 2 candidats se jettent à corps perdu dans la bataille, alternant frénétiquement entre le forgeage du grand couteau de combat et les finitions de leur poignard compact. Bill réalise une superbe soudure de sa trousse fourreuse et parvient à étirer sa longue lame malgré la lourdeur du métal. Lors de la trempe à l'huile du grand couteau de Bill, la lame subit une déformation importante et ressort voilée comme un ruban. Avec une audace incroyable, Bill utilise la force de ses bras pour redresser le métal chaud en prenant le risque majeur de le breezer net. Heureusement, la pièce ne rompt pas,
bien que la rectitude ne soit pas absolue. Lors de l'assemblage de la poignée de son couteau de combat, Bill commet l'erreur de refroidir brusquement à l'eau une tige filetée qu'il venait de souder sur la soie. Ce traitement thermique inapproprié crée un choc thermique fatal. Au moment de visser le pommeau en laiton, la tige se brise net, privant l'arme de sa fixation mécanique indispensable. Admiration. Rappelant que les tempéraments les plus calmes se révèlent souvent les plus redoutables lors des competitions. Il ne reste plus que 60 minutes avant la fin de la première épreuve. Paul utilise un gabarit pour tracer précisément le profil de ses pointes afin de s'assurer de leur perfect symmetry. L'étape cruciale de la trempe approche. Ce moment fatidique où le métal chauffé à blanc est plongé dans l'huile pour acquérir sa dureté définitive, au risque de se fissurer ou de se voiler sous le choc thermique. Cody plonge ses deux lames et constate un léger voilement qu'il espère pouvoir corriger lors d'eux. L'étape suivante sur la ponceuse à bande. Pour garantir une régularité absolue de l'émouture, Paul utilise des pinces pour coupler ses deux couteaux côte à côte lors du meulage. Une astuce particulièrement ingénieuse qui séduit les observateurs. Ayant une grande expérience de la gestion de crise en entreprise, ayant été autrefois footballeur, professionnel habitué à jouer devant des foules immenses, Paul conserve tout son sang-froid pour prendre les bonnes décisions au bon moment. Contre toute attente, Gary parvient lui aussi à mener ses deux lames jusqu'à l'étape de la trempe sans entendre le tintement sinistre qui aurait signalé une rupture du métal. Au terme des 3 heures réglementaires, l'animateur ordonne aux forgerons de poser leurs outils. La première manche est terminée. Les juges procèdent à l'examen détaillé des œuvres. En inspectant le travail de Paul, ils saluent l'homogénéité de son acier et la régularité de ses émoutures, malgré quelques petites imperfections mineures facilement rectifiables par la suite. Les lames de Cody sont jugées remarquablement droites et lisses, confirmant la propreté de sa méthode. En revanche, l'examen des couteaux de Gary révèle des faiblesses majeures. Des délaminations importantes sont visibles sur les flancs et le dos des lames, altérant gravement la solidité structurelle de l'ensemble, sans compter une nette différence de profil entre les deux pièces. Le verdict tombe et Gary est éliminé de la compétition, mais il repart la tête haute, fier d'avoir surmonté les embûches techniques et ravi d'avoir partagé des moments intenses avec d'autres passionnés de belle mécanique. Les 3 forgerons restants, Paul, Cody et leurs concurrents, se qualifient pour la deuxième manche. Les juges haussent d'un cran le niveau d'exigence. Ils disposent de 2 heures seulement pour doter chaque lame d'une garde en métal et d'une poignée ergonomique. Fabriquer 2 ensembles complets de montures en si peu de temps relève de l'exploit. Paul choisit d'utiliser du laiton et de l'acier inoxydable pour concevoir ses gardes. Il utilise une perceuse à colonne pour percer une série de trous rapprochés dans une plaque de laiton avant de la diviser en 2 morceaux égaux qu'il ajuste ensuite à la lime. Cody rencontre des difficultés pour ajuster sa garde sur la soie de son arme et prend la décision radicale de la souder directement au chalumeau. Un choix controversé car la chaleur intense de la soudure risque d'altérer localement le traitement thermique de la lame. Malheureusement, après avoir réalisé sa soudure, Cody s'aperçoit avec frustration qu'il a fixé sa garde à l'envers, ce qui le contraint à tout recommencer dans l'urgence alors qu'il ne reste déjà plus que 90 minutes. Paul avance méthodiquement dans la confection de ses manches en bois. Après avoir tracé l'emplacement de la soie, il évide le matériau mais s'aperçoit qu'il lui manque 2 cm pour atteindre parfaitement la base de la garde. Pour combler ce vide, il insère habilement une rondelle de nickel avant de fixer l'extrémité du manche. La tension monte d'un cran à 45 minutes du terme lorsque Cody tente d'insérer un rivet de fixation dans son manche en bois. Le rivet se tord et se coince à mi-chemin à cause d'un léger défaut d'alignement des perçages. Impossible de le retirer ou de l'enfoncer davantage. Pour sauver son arme, Cody doit scier le rivet coincé et percer un nouvel orifice en espérant que la colle époxy suffira à maintenir l'ensemble solide. Les 20 dernières minutes sont critiques.
Paul s'active sur la ponceuse à bande de 5 cm pour dégager les contours de ses poignées, qu'il souhaite massives mais confortables. Cody produit un immense nuage de poussière en façonnant son bois à toute vitesse et se blesse légèrement au doigt contre la bande abrasive. Malgré l'intervention rapide de l'équipe médicale pour lui poser un pansement, le sort s'acharne sur lui lorsque le pommeau de son second couteau se détache en raison d'un manque d'adhérence de la colle. Au signal final, les candidats lâchent leurs outils, exténués par cette course contre la montre. Les armes sont immédiatement soumises à la terrible épreuve de robustesse. Le juge saisit chaque couteau pour frapper violemment une plaque de métal épaisse afin de tester la résistance des tranchants et la solidité des assemblages. Lors du passage de l'arme du troisième concurrent, la lame subit un écrasement notable du fil près de la pointe ainsi qu'un léger roulement du métal. Et le jury souligne que les poignées trop massives et carrées manquent cruellement de confort. Les couteaux de Paul traversent l'épreuve avec brio, malgré un infime micro-roulement sur un côté. Les pointes restent parfaitement intactes et les manches s'avèrent tout à fait fonctionnelles. Malgré ces déboires techniques, les lames de Cody résistent admirablement bien et conservent un tranchant très agressif. L'épreuve suivante consiste à tester la capacité de coupe et de pénétration des armes sur un sac de frappe en mouvement. Les couteaux de Paul et de Cody coupent profondément la toile sans subir le moindre dommage, validant ainsi leur efficacité létale. À l'issue des délibérations, les juges décident d'éliminer le troisième candidat en raison de la déformation excessive de ses lames et du manque d'ergonomie de ses poignets. Ce dernier accepte la sentence avec philosophie, déclarant que la forge fait partie intégrante de sa vie et qu'il souhaite pratiquer cet art jusqu'à son dernier souffle. Paul et Cody se qualifient ainsi pour l'ultime étape de la compétition. Pour cette grande finale, les deux rivaux reçoivent la mission de retourner dans leurs ateliers respectifs pendant 4 jours afin de recréer une arme historique légendaire, la 5DEA. Cette épée courte et large était particulièrement prisée par la noblesse du nord de l'Italie au XVe et XVIe siècle. Son nom, qui signifie 5 doigts, fait directement référence à la largeur exceptionnelle de la lame au niveau de la garde. Sa principale caractéristique réside dans sa forme triangulaire à double tranchant et dans la présence de multiples gouttières longitudinales destinées à alléger l'arme tout en lui conservant une rigidité maximale pour porter des coups redoutables. Les critères imposés pour cette finale sont dantesques. La lame doit mesurer entre 66 et 71 cm de longueur, posséder un double tranchant parfait et comporter exactement 6 gouttières de chaque côté, soit un total de 12 rainures à creuser manuellement. De plus, la garde doit être élégamment incurvée vers la pointe et se terminer par un pommeau caractéristique. De retour dans son atelier situé dans l'Illinois, Paul décide initialement de se lancer dans la fabrication d'un acier de Damas complexe pour rivaliser avec l'expertise reconnue de Cody dans ce domaine. Malheureusement, lors de l'étirage de son premier bloc de métal, une fissure majeure apparaît au cœur de la trousse. Conscient qu'il ne dispose pas d'assez de temps pour recommencer tout le processus de feuilletage, Paul prend la décision pragmatique d'abandonner le Damas et d'utiliser une plaque d'acier homogène de type 80 CRV2 pour façonner sa lame. De son côté, Cody réalise un travail magistral en assemblant une trousse de 155 couches combinant 2 nuances d'acier distinctes, qu'il soude ensuite selon la technique du 100 mai avec un cœur en acier robuste. Il réalise également un Damas torsadé magnifique pour concevoir la garde et le pommeau de son épée. Au deuxième jour de fabrication, Paul applique son traitement thermique sur sa lame monolithique et obtient une structure d'une rigidité et d'une rectitude exemplaires. La principale difficulté réside désormais dans le creusement des 12 gouttières. Pour Cody, cette étape s'avère délicate car son four de traitement thermique ne mesure que 29 cm de long alors que sa lame en fait 32. Pour résoudre ce problème spatial, il laisse la porte du four entr'ouverte et calfeutre l'ouverture avec une couverture en fibre de verre afin de stabiliser la température à cœur.
Sa persévérance porte ses fruits et la trempe se déroule sans le moindre craquement suspect. Au 4e jour, les 2 finalistes apportent les finitions à leur monture. Paul choisit de donner une touche personnelle à son épée en intégrant des éléments graphiques, rappelant les roulements à billes de sa première épreuve, conférant à son arme un aspect visuel saisissant et une largeur conforme aux sources historiques. L'arme est déclarée parfaitement létale. Cody s'avance à son tour pour le même test, dissimulant une pointe d'appréhension quant à la résistance à la flexion de son acier de Damas. Multi-couches. Dès la prise en main, l'expert se montre conquis par l'ergonomie de la poignée, parfaitement adaptée à un maniement agile à une seule main malgré les dimensions imposantes de l'épée. Les impacts se succèdent dans un bruit sourd, révélant un tranchant rasoir qui traverse la chair avec une facilité déconcertante. Le test est un succès total. La 5 DEA de Cody répondant parfaitement aux critères de létalité exigés. La seconde épreuve est le test de résistance, consistant à frapper violemment des pots en terre cuite épais pour vérifier la solidité du tranchant et l'absence de jeu dans la poignée. Paul s'exécute avec force. Sous l'impact puissant de son épée, les récipients volent en éclats. L'expert note que si l'arme s'avère un peu lourde à bout de bras, le tranchant ne souffre d'aucun dommage, d'aucune brèche ni d'aucun enroulement du métal. De plus, l'assemblage de la garde et du pommeau reste parfaitement solidaire de la soie, sans aucun jeu mécanique. Cody procède au même examen et sa lame en acier de Damas fait merveille, brisant la poterie avec une efficacité remarquable. Le tranchant ressort de l'épreuve totalement indemne, confirmant la robustesse et la parfaite cohésion de son traitement thermique. La phase finale des tests consiste en une série de coupes et d'estocs profonds sur un mannequin en gel ballistique. Paul manie sa lourde 5 DEA avec une puissance dévastatrice. Les coupes infligées sont d'une profondeur impressionnante, créant de larges lacérations nettes à chaque passage de la lame. L'arme se comporte comme un véritable monstre d'efficacité. Cody prend la suite et fait la démonstration de la précision chirurgicale de sa lame. Les entailles qu'il produit sont extrêmement fines et nettes, caractéristiques d'un affûtage de type rasoir. La pénétration lors des coups d'estoc est si profonde que la structure même du mannequin en est déstabilisée. L'évaluation confirme le pouvoir de coupe exceptionnel des 2 armes. Les juges se retirent pour une ultime délibération particulièrement serrée, les 2 forgerons ayant présenté des armes d'une qualité digne des plus grands musées. Le moment de l'annonce officielle est arrivé. L'animateur prend la parole et désigne le vainqueur de cette édition. Le titre de champion de la forge et le chèque de 10 000 $ sont attribués à Cody. Les experts s'adressent ensuite à Paul pour lui expliquer les raisons de leur choix. Si sa lame était d'une beauté et d'une technicité remarquables, son poids global nettement supérieur à celui de l'arme de son concurrent la rendait moins maniable lors des enchaînements rapides, ce qui a fait la différence lors de la notation finale. Paul accepte le verdict avec beaucoup de fair-play et de dignité, se disant honoré d'avoir pu tester son arme dans de telles conditions et fier du travail accompli. Il quitte l'atelier des étoiles plein les yeux, enrichi par cette aventure hors du commun. Cody savoure sa victoire, conscient que ce succès est l'aboutissement d'un parcours intense où chaque participant a su repousser les limites de son art face à des défis d'un niveau sans précédent. C'est à ce moment précis que tout bascule dans l'arène de feu et d'acier. Face aux défis immenses de la forge, 4 artisans d'exception ont choisi de se mesurer les uns aux autres pour décrocher le titre suprême de meilleur forgeron et la récompense de 10 000 $. L'histoire commence avec Paul Raspe, un homme de 42 ans au parcours atypique, ingénieur électricien ayant travaillé de nombreuses années pour la NASA, mais surtout forgeron amateur passionné par la transformation de la matière. Grâce à ses compétences scientifiques, Paul comprend parfaitement les phénomènes physiques complexes tels que les traitements thermiques, ce qui lui donne un avantage certain pour anticiper le comportement des métaux sous l'effet d'une chaleur extrême. À ses côtés se trouve Cody Adelson, un jeune homme de 29 ans qui pratique la forge amateur depuis seulement 2 ans. Pour parfaire son apprentissage,
Cody n'a pas hésité à contacter Tyler Akbar, le célèbre vainqueur du prestigieux tournoi militaire de forge, afin de recevoir ses précieux conseils. Cet apprentissage rigoureux lui a permis de comprendre l'exigence de ce métier et de mesurer tout le chemin qui lui reste à parcourir pour égaler les plus grands maîtres. Le troisième candidat est Gary Riemann, un jeune homme de 23 ans possédant déjà 5 années d'expérience dans la forge amateur. Pour Gary et son groupe d'amis forgerons, l'atelier est un véritable lieu de création et de camaraderie qu'il qualifie joyeusement de bazar, s'assumant pleinement comme de grands passionnés un peu marginaux. Le décor est planté lorsque les juges prennent la parole pour accueillir chaleureusement les participants dans ce temple de la métallurgie. L'animateur annonce que la compétition se déroulera en 3 manches éliminatoires, sous le regard attentif et impartial d'un jury d'experts chargé d'évaluer la qualité technique et la durabilité des armes créées. Pour la toute première épreuve, les forgerons découvrent leurs enclumes dissimulées sous un tissu protecteur. En le retirant, ils découvrent 2 petits conteneurs métalliques et 2 bocaux remplis de billes et de poudre d'acier. Le défi est de taille et suscite immédiatement une vive tension dans l'atelier, car il ne s'agit pas de fabriquer un seul couteau, mais 2 couteaux rigoureusement identiques en un temps record de 3 heures seulement. La technique imposée est celle de l'acier de Damas en boîte. Un procédé redoutable où la moindre poche d'air ou le moindre défaut de fusion peut provoquer une délamination catastrophique, souvent invisible avant qu'il ne soit trop tard pour corriger le tir. Les critères fixés par les juges sont extrêmement stricts. Les lames doivent mesurer entre 18 et 23 cm de longueur. De plus, les candidats qui parviendront à se qualifier pour la deuxième manche devront impérativement doter ces lames d'une garde et d'une poignée pour en faire des armes parfaitement fonctionnelles. Le jury testera ensuite leur robustesse sur une plaque de métal ainsi que leur tranchant et leur pouvoir de pénétration sur un sac de frappe suspendu. Le compte à rebours est lancé, libérant une vague d'adrénaline parmi les artisans. Pour optimiser ses chances de réussite, Cody commence par nettoyer méticuleusement l'intérieur de ses conteneurs en utilisant de l'acétone, afin d'éliminer toute impureté susceptible de compromettre la soudure. Paul choisit quant à lui une approche méthodique en répartissant équitablement les billes d'acier dans un conteneur et les éléments complémentaires dans le second pour garantir une texture finale la plus homogène possible. Il veille à sceller soigneusement les couvercles tout en laissant une infime évacuation d'air pour éviter que la pression interne ne fasse exploser la boîte sous l'effet de la chaleur de la forge. De son côté, Gary décide de se passer de l'étape du nettoyage chimique et commence directement à assembler ses pièces, un choix risqué qui pourrait lui coûter cher. Mais il reste confiant dans sa capacité à produire des couteaux jumeaux puisqu'il réalise souvent ce genre de pièces dans sa propre forge. Les conteneurs sont enfin enfournés dans les foyers incandescents. Les experts rappellent une règle essentielle de la soudure au feu. Si la température idéale n'est pas atteinte et maintenue pendant au moins 10 minutes supplémentaires pour que le cœur de la pièce soit aussi chaud que sa surface, la liaison des métaux échouera inévitablement. La couleur recherchée pour une fusion parfaite doit s'apparenter à celle d'un beurre fondu brillant. Une fois cette teinte obtenue, les forgerons se ruent vers la presse hydraulique pour appliquer une compression régulière sur les 4 faces de la structure. Cody effectue son premier pressage avec une grande délicatesse, ravi de constater que sa première trousse de métal réagit parfaitement bien. L'ambiance devient électrique autour des machines car le temps presse et les places à la presse sont disputes. Gary choisit d'utiliser directement le marteau pilon mécanique pour étirer son bloc de métal. Mais cette méthode brutale fait éclater les parois latérales de sa boîte protectrice. En observant la texture du métal mis à nu, Gary constate avec effroi que la soudure n'a pas pris correctement au centre de la pièce, laissant apparaître une fissure profonde. Conscient qu'une telle faille structurelle entraînera son élimination directe, il refuse d'abandonner et tente par tous les moyens de combler les vides et de sauver sa lame malgré le stress grandissant et l'aiguille du chronomètre qui tourne impitoyablement. Pendant ce temps, Paul travaille à une cadence infernale.
bien que son acier refroidisse rapidement sous les chocs successifs. Il parvient à étirer sa barre de métal et commence à marteler l'extrémité pour former une pointe. Tombante idéale pour la pénétration et la coupe. Les juges observent sa sérénité avec admiration, traversant la matière sans subir le moindre dommage structurel. La délibération du jury est difficile. Les 3 artisans ayant fourni un travail colossal dans des conditions extrêmes. Malheureusement, les règles de la compétition imposent une nouvelle élimination. C'est Tim qui doit quitter l'aventure aux portes de la finale. Si ces couteaux ont fait preuve d'une robustesse acceptable. Les déformations subies par l'acier lors du premier test combinées à des manches trop volumineux et inconfortables ont fait pencher la balance en sa défaveur. Tim accepte la décision avec philosophie, rappelant que la victoire n'est qu'éphémère tandis que l'apprentissage reste éternel. Il quitte l'atelier avec la certitude qu'il restera forgeron jusqu'à son dernier souffle. L'épée des nobles. Paul et Cody reçoivent les félicitations chaleureuses du jury pour leur qualification en finale. Le défi ultime qui les attend est d'une toute autre envergure. Ils disposent de 4 jours dans leurs ateliers personnels respectifs pour forger une arme. Historique légendaire, la 5DEA. Cette épée courte et large était particulièrement prisée par les nobles de l'Italie du Nord au cours des XVe et XVIe siècles. Son nom singulier, qui signifie littéralement 5 doigts, fait directement référence à la largeur exceptionnelle de la lame au niveau de la garde. Les caractéristiques de cette arme sont très spécifiques. Une lame triangulaire à double tranchant dotée de plusieurs gouttières sur chaque face. Des canaux longitudinaux destinés à alléger considérablement l'arme tout en lui conservant une rigidité optimale pour porter des coups redoutables. Par le passé, une version réduite de cette arme avait donné bien du fil à retordre aux candidats de l'émission, y compris au juge invaincu Ben Abbott. Les critères de fabrication imposés pour cette finale sont d'une précision chirurgicale. La longueur de la lame doit être impérativement comprise entre 66 et 71 cm. Elle doit présenter un double tranchant parfait et comporter un total de 6 gouttières de chaque côté, soit 12 canaux à creuser au total sur l'ensemble de l'arme. De plus, la garde doit obligatoirement être incurvée vers la pointe de la lame. Et le pommeau doit adopter une forme de disque caractéristique. Face à l'ampleur de la tâche, Paul confie n'avoir jamais forgé une arme d'une telle dimension. Et appréhende le façonnage des 12 gouttières. Les 2 finalistes se séparent en se souhaitant mutuellement bonne chance pour les 4 jours à venir. De retour dans son atelier situé à Homer Glen dans l'État de l'Illinois, Paul entame sa première journée de travail. Son objectif initial est de concevoir une lame en acier de Damas. Conscient que son rival Cody maîtrise parfaitement cette technique de superposition des métaux, Paul souhaite aligner ses standards sur ceux de son adversaire pour proposer une arme de niveau equivalent. Il commence à étirer l'avant de son lingot avec succès, puis attaque le travail sur la partie arrière. C'est alors que le drame se produit, une fissure profonde apparaît au cœur du métal. Avec les délais impartis, il est matériellement impossible de recommencer un nouveau lingot de Damas depuis le début. Paul doit se résoudre à abandonner son idée d'origine pour ne pas perdre de temps. Il se tourne vers une solution plus simple mais robuste. L'utilisation d'une plaque d'acier homogène de type 80 CRV2. Un choix stratégique qui devrait lui assurer une excellente base de travail si les finitions sont irreproachables. Dans son propre atelier, Cody choisit une approche différente et particulièrement ambitieuse. Il décide de forger 2 blocs distincts. Le premier en acier de Damas pour la fabrication de la garde et du pommeau, et le second, beaucoup plus massif, pour la lame elle-même. La manipulation du acier de Damas exige une grande maîtrise technique. Le métal devant être travaillé à très haute température pour pouvoir être torsadé efficacement sans Rompre. Après avoir mis en forme ses composants, il assemble un lingot composé de 155 couches alternées d'acier 15N20 et de 1084, renforcé par du 80 CRV2. La première journée s'achève sur un bilan positif pour Cody,
qui se prépare à attaquer les étapes suivantes le lendemain. Le deuxième jour débute sous le signe de l'action. Pour Paul, l'abandon du acier de Damas implique que sa lame en acier simple se doit d'être absolument irréprochable en termes de géométrie et de finition. Il parvient à donner à sa 5DEA son profil triangulaire caractéristique et procède au traitement thermique. La lame sort de l'opération parfaitement droite et dotée d'une rigidité remarquable. À la fin de cette deuxième journée, il a également bien avancé sur l'ajustement de sa garde et de son pommeau. Pour Cody, la priorité du deuxième jour est de terminer le forgeage de la lame et d'entamer le creusement des fameuses gouttières. N'étant pas habitué à réaliser un nombre aussi important de canaux sur une même arme, l'exercice s'avère périlleux. Il faut veiller à maintenir la lame parfaitement plane et à ne pas creuser trop profondément, sous peine de transpercer le métal et de rendre l'arme définitivement inutilisable. Une fois les 12 gouttières réalisées avec succès, Cody s'attaque à l'étape cruciale de la trempe. Une difficulté technique majeure se présente alors. Son four de traitement thermique ne mesure que 29 cm de profondeur alors que la lame en fait 32. Pour résoudre ce problème, il est contraint de laisser la porte du four entr'ouverte et de combler l'ouverture avec de la fibre de verre pour emprisonner la chaleur. Malgré cette astuce, la température peine à monter lors de la première tentative. Conscient qu'un refroidissement inadéquat ruinera sa lame, Cody ajoute une couche isolante supplémentaire autour des interstices de la porte. Cette fois, les fuites de chaleur sont colmatées et le four atteint la température requise. La trempe s'effectue sans aucun bruit suspect de rupture, au grand soulagement du jeune forgeron. Le troisième jour s'ouvre sous de bons auspices. Les deux lames étant structurellement terminées, les artisans se consacrent à la fabrication des poignées. Paul choisit d'intégrer un clin d'œil à son parcours lors de la première manche en utilisant un boîtier contenant des roulements à billes ainsi qu'une garde biseautée du plus bel effet visuel. Respectant scrupuleusement les données historiques de la 5DEA, il veille à ce que la largeur de l'arme au niveau de la garde corresponde exactement à la largeur d'une main humaine, persuadé que ce souci du détail séduira les juges et le public. Le quatrième et dernier jour de la finale est consacré aux ultimes ajustements et à l'affûtage. Finale. La garde biseautée de Paul présente une largeur impressionnante et son manche offre une courbure parfaite pour la prise en main, malgré les 10 années d'expérience supplémentaires de son rival. Cody se sent serein et parfaitement maître de son sujet au moment de finaliser son arme en acier de Damas. Le jugement dernier. Les deux finalistes effectuent leur retour officiel dans la grande forge de l'émission, portant fièrement leur création enveloppée dans des étuis de protection. L'animateur salue les deux hommes et exprime son admiration devant le travail accompli durant ces 4 jours d'intense labeur. Les deux 5DEA exposés sur la table centrale dégagent une impression de puissance, de robustesse et de dangerosité propres aux armes de guerre de la Renaissance. Paul prend la parole en premier pour présenter son œuvre. Il décrit une lame de plaine soit forgée dans un acier 80 CRV2, complétée par une poignée unique dont le manche intègre des motifs d'acier de Damas et des éléments textures. Les juges qualifient l'ensemble de magnifique. Cody présente ensuite sa propre création, détaillant la structure complexe de sa lame composée de 155 couches de quinzaine, 20 et de 1084, combinées par soudure à de l'acier 80 CRV2. Sa garde et son pommeau en acier de Damas complètent harmonieusement la poignée. Les deux armes affichent des caractéristiques techniques exceptionnelles. Mais seul le verdict des tests dynamiques permettra de désigner le vainqueur du titre de champion. La première épreuve est le test de létalité, consistant à infliger des coupes profondes sur des carcasses de viande suspendues. Paul ouvre la marche. La peau épaisse et le pelage dense de la cible constituent un obstacle redoutable pour la pénétration de la lame. L'expert saisit la 5DEA de Paul et souligne immédiatement l'excellente qualité de la prise en main, un facteur crucial pour une arme dont le centre de gravité est fortement déporté vers l'avant. Lors des mouvements de coupe,
L'équilibre de l'arme permet un contrôle optimal de la trajectoire sans effort excessif. Le tranchant s'avère redoutable, infligeant des blessures larges et profondes. L'arme